des valeurs principales et une des caractéristiques qui détermine un entrepreneur qui deviendra un grand leader, c'est la transparence. La confiance, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Je pense qu'il faut une balance entre le talent de l'entrepreneur et la rigueur d'un banquier ou d'un investisseur. Ton entreprise évolue, les problématiques auxquelles tu fais face aussi, les décisions auxquelles tu vas faire face aussi, et on n'est pas du tout dans le même game. Tu te dis, mais attends, je n'étais pas du tout prêt, on m'a jamais dit ça. L'enjeu aujourd'hui, c'est la transmission. Qu'est-ce que tu transmets? Comment tu le transmets? Si tu trouves quelqu'un qui est prêt à transmettre, t'es un homme riche. Vient la question, comment s'entourer? Il y a quelque chose qui marche à tous les coups, c'est les valeurs. Je vois plein d'entrepreneurs qui te racontent qu'on fait tant de chiffre d'affaires. C'est pas vrai, on a tant d'utilisateurs, c'est pas vrai. Faut laisser tomber ça. Moi, j'annonçais toujours au fond des chiffres qui étaient plus bas. En startup, c'est tout l'inverse. Tout le monde annonce des trucs beaucoup trop élevés. Et derrière, quand tu creuses, tu te dis « Ah ouais, non, en fait, pas du tout. » Faut raconter quelque chose qui transforme complètement un entrepreneur. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Déclic. Encore une fois, aujourd'hui, en très bonne compagnie. Je suis avec Guillaume qui co-anime une fois de plus cet épisode du mois. Guillaume qui est le fondateur de l'Empire, une suite de logiciels valorisée à plus de 150 millions de dollars. Vous avez peut-être déjà vu son épisode sur le Déclic également. Et je suis avec Bobby Demry. Bobby, comment tu vas ? Ça va et toi ? Super, très content de t'avoir ici sur le plateau. On a plein de questions à te poser. Je vais rapidement te présenter pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Tu es entrepreneur et investisseur français qui a fondé plusieurs entreprises dans le domaine de la tech et de la démocratie participative. Acteur majeur de la civic tech en France, fondateur de Gov, le premier outil de démocratie participative en France, qui a initié le concept de civic tech dans le pays, permettant donc de sonder l'opinion publique. C'est plus de 50 millions d'opinions qui ont été exprimées. Revendu ensuite au Boston Consulting Group, BCG, en 2017, à un groupe de 25 000 employés dans le monde, 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021. Après ça, tu prendras la place de directeur de l'innovation et des solutions business pendant environ 5 ans au BCG, donc de fin 2017 à janvier 2022. Et en 2022, tu quittes BCG pour un projet de lancer un fonds, Rock Venture, le premier fonds européen de travel tech en Europe. Ça fait un sacré parcours qui permet déjà d'avoir plusieurs questions à te poser. J'ai envie de te poser une première question, c'est justement, tu t'es lancé assez tôt dans le secteur de la civic tech. Qu'est-ce qui t'a attiré en particulier dès le départ dans ce secteur ? Déjà, ce qui est amusant, c'est que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui que quand on l'a monté en 2014. La civic tech, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire que la technologie peut redonner la parole aux citoyens. Quand on faisait ce constat il y a 7 ans, de dire que les Français ne sont pas assez entendus, que finalement, pour se faire entendre, il faut manifester, et qu'aujourd'hui, manifester, c'est peut-être plus la meilleure manière de se faire entendre. Ce qui me frappe, c'est que 7 ans après, on en est toujours au même niveau et que c'est peut-être même pire. L'idée de la civic tech, c'était simplement une idée de dire il faut redonner la parole aux citoyens. C'était ça la promesse de Gov, c'était ça l'ambition. Ça a marché. Malheureusement, il n'y a plus tellement d'acteurs qui font ça. Donc aujourd'hui, on est revenu au point de départ. Mais c'est d'actualité, c'est quelque chose d'absolument indispensable. La parole citoyenne, alors, le pays va très mal parce que les citoyens ne se font pas entendre. Et est-ce qu'il y a un déclencheur, toi, dans ta vie, dans ton parcours, dans ton vécu, qui a fait que tu t'es dit « j'ai envie vraiment d'être un acteur de ce domaine » ? Oui, le déclic, c'est les printemps arabes. Alors ça peut paraître bizarre de dire ça en tant que Parisien, ayant toujours vécu en France pour les printemps arabes. D'abord, d'origine, dans ma famille, on est d'origine de Tunisie. Donc je connaissais bien la Tunisie, j'y ai passé beaucoup de temps. Les hasards de la vie ont fait que j'étais en Tunisie au moment où Ben Ali a été renversé. Donc j'ai vécu le soulèvement populaire. C'était absolument incroyable, c'était terrifiant, mais c'était en même temps beau. Et mon constat, c'était tout le monde appelait la révolution tunisienne ou les printemps arabes, principalement la révolution tunisienne, on appelait ça la révolution de Jasmin. C'est joli, mais ça ne me semblait pas du tout représenter réellement ce que j'avais vu là-bas. Pour moi, la révolution tunisienne, c'est la révolution Facebook. C'est Facebook qui a contribué à renverser une dictature qui était là depuis 23 ans ou 25 ans, je ne sais plus exactement. Parce que sur Facebook, il y a des milliers de personnes qui se sont mis à créer des groupes, à se parler, à s'organiser. Et donc je m'étais dit, et c'est un petit peu ce que je crois aujourd'hui aussi avec Rock Venture, un petit peu tous les projets que j'ai fait dans ma vie, je croyais qu'il fallait un réseau spécialisé dédié à la politique. Je comprends la logique du réseau généraliste,
Mais il y a des sujets où retirer une thématique et la mettre dans un réseau spécialisé, ça me paraissait être plus pertinent. Et finalement, c'est ça l'histoire de Gov, c'est devenir le réseau social de l'opinion publique. Alors ça a bougé, ça a évolué, c'est devenu, grâce à des gens que j'admire et que j'aime, qui s'appellent Fred et Farid, c'est devenu Gov, la météo de l'opinion. Ils sont devenus mes actionnaires et ils nous ont aidés avec mon associé Pierre-Alexandre Tellier à repositionner Gov dans le projet initial, dans l'ambition initiale. Et donc, c'est devenu une météo de l'opinion. Une météo de l'opinion, c'était je vote chaque jour en temps réel pour tous les hommes et femmes politiques du gouvernement et de l'opposition et je lance mes propres sondages. Et là, on voulait devenir un disrupteur des instituts de sondage et je pense qu'on n'a pas trop mal réussi. Tu peux donner peut-être un exemple concret, tu vois, d'une utilisation de Gov? Je vais t'en donner plusieurs. Je vais t'en donner une à l'échelle. Je vais te donner deux exemples. Le premier exemple, c'est que quand on décide de créer Gov avec mon associé Pierre-Alexandre Tellier, on n'a pas besoin de lever des fonds. À ce moment-là, ce n'est pas nécessaire de lever des fonds. Mais ce qu'on entend comme musique, c'est est-ce que vous êtes capable de prouver qu'un outil peut embarquer des citoyens et finalement forcer un chef d'État ou un ministre, etc., à faire quelque chose de ce qui s'est passé sur la hasard du calendrier. Au moment où on lance Gov, c'est la première élection présidentielle libre de l'histoire de la Tunisie, 2014. Et on dit, voilà, on a peut-être l'opportunité, grandeur nature, de démontrer que l'outil peut être très puissant. On va en Tunisie, on monte un tout petit groupe de gens incroyables, des gens extrêmement passionnés qui avaient vécu la révolution tunisienne, qui étaient des activistes, mais vraiment des gens bien. Et en quelques semaines, on fait 800 000 opinions exprimées sur l'application. Il faut comprendre, 800 000 citoyens en Tunisie, c'est 30% du corps électoral. C'est pas possible de faire 30% du corps électoral. Et les Tunisiens font leurs propositions sur l'appli et ça devient au cœur de tous les programmes de tous les hommes politiques en Tunisie. L'outil devient tellement puissant là-bas qu'il devient un détecteur de signaux faibles. Et on annonce quelques semaines avant tout le monde qui va gagner l'élection. Et il a gagné, il s'appelait Béji Caïd Essebsi, il est mort depuis, mais il avait gagné l'élection. Et donc, on est vraiment devenu un phénomène très important en Tunisie. Ensuite, on l'a fait en France. Bien sûr, beaucoup plus compliqué. Et on a trouvé un autre événement en France qui était intéressant, c'était la COP21. Donc, la COP21 arrive en France, c'est un événement absolument incroyable. Et on dit, voilà, on va refaire pareil. On va mettre entre les mains des citoyens l'application Gov et on va leur dire, faites des propositions en espérant que les hommes politiques vont le reprendre pour le climat. Et à ce moment-là, on lève des fonds. Et on fait rentrer à notre capital un groupe d'affichage qui s'appelle Clear Channel. C'est le concurrent de Doco en France. On a eu la chance de rencontrer des dirigeants absolument incroyables chez Clear Channel. Et on décide avec eux de monter la première campagne de démocratie digitale en France. Qu'est-ce que ça veut dire? On a pris la totalité des panneaux digitaux de Clear Channel. Donc, dans les malls, dans la rue, il y avait des panneaux digitaux. Les Français sur Gov faisaient des propositions et les gens votaient en temps réel sur les panneaux. C'était absolument incroyable, à tel point que il y a plusieurs hommes politiques qui nous ont demandé s'ils pouvaient faire ça, dont Emmanuel Macron, qui a fait 3 propositions sur Gov, il était ministre des Finances. Il a fait 3 propositions sur Gov, Ségolène Royal l'a fait, Jacques Attali l'a fait, François Pinault l'a fait. Enfin, il y a une dizaine de grandes personnalités qui se sont mis à faire ça. Et puis ensuite, on a pris un angle qui est un angle vraiment purement entrepreneur. C'est pour ça que je tiens à dire, si je dois me définir, je me définirai toujours comme un entrepreneur parce que pour moi, ça veut vraiment dire quelque chose et je vais venir à ce que ça veut dire. On fait ça, on pense que c'est intéressant, que ça, on a bien validé, mais finalement, je crois qu'il est important de casser des modèles. Et moi, le modèle que je voulais casser avec mon associé Pierre-Alexandre Tellier, c'était les sondeurs. Et les sondeurs, c'était un peu facile de jouer contre eux parce que c'est le côté on s'institutionnalise, les sondeurs, ils sont du côté du pouvoir, les questions qu'ils posent, c'est des questions qui sont orientées. Donc, c'était un peu facile de les casser. Et on a dit, voilà, on va les prendre en ligne de mire et on va dire, à partir de maintenant, il y a une application où les Français peuvent faire entendre leur voix en temps réel. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à faire émerger un mouvement très important. Comme tu l'as dit au début, il y a eu jusqu'à 50 millions d'opinions qui se sont exprimées sur Gov. Et donc, ce qui fait qu'à chaque moment électoral, vous aviez la photo des sondeurs, donc n'importe quoi, je ne veux pas citer les noms des sondeurs, mais les grands instituts de sondage qui disaient un tel va gagner la primaire, et sur Gov, c'était toujours un autre nom.
Ce qui fait que le grand moment de gloire de Gov, c'est la primaire des Républicains, où tout le monde annonce Juppé, et Gov, 2 mois avant tout le monde, annonce Fillon. Tout le monde dit, ils ne sont pas représentatifs, il ne faut pas les écouter, ça n'a aucun sens, etc. Fillon a gagné. Et puis là, on est devenu la météo de l'opinion. Et puis, on est surtout devenu ce que beaucoup de médias appelaient l'opinion sans les sondeurs, ce qui pour moi était la plus belle chose qu'on pouvait dire de Gov, l'opinion sans les sondeurs. Après ça, on a eu pareil, primaire de la gauche, tout le monde annonçait Valls, nous on annonce Hamon, c'est Hamon qui gagne, et ainsi de suite. À chaque fois, Gov se révèle être un détecteur de signaux faibles bien avant tout le monde. Et ton business model à ce moment-là, c'est quoi? Il n'a jamais été sur la politique. Je n'ai jamais voulu faire du business sur la politique parce que sinon, je devenais un hypocrite. C'est-à-dire que moi, je dis qu'il faut redonner la parole aux citoyens et moi, je vais faire du business de leur donner. Il n'en a jamais été question. Alors, ce qu'on faisait, c'est que finalement, la technologie qu'on avait montée de Gov, de météo de l'opinion en temps réel, de prise de pouls de l'opinion, on l'a déclinée dans les entreprises. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a permis à des grandes entreprises de prendre le pouls des salariés pendant des grandes périodes de transformation. Et donc, on a eu Orange, Natixis, Airbus, Vivendi, des très très grosses entreprises sont devenues clients de Gov. Mais sur cette verticale business, la politique, elle n'a jamais été touchée. Et ce que BCG a racheté, d'ailleurs, ce n'est pas le Gov politique. BCG n'a jamais voulu toucher à rien de politique. Ce n'est pas du tout le business de BCG. Ce que BCG a racheté, c'est justement cette techno qui permet de prendre le pouls des salariés en temps réel dans des très grandes organisations. Très clair, on y reviendra justement sur cette partie BCG. Avant ça, tu évoquais le fait, l'anecdote de la Tunisie, avec ces 30%, soit 800 000 personnes, c'est énorme, très rapidement qui plus est. C'est quoi la stratégie que vous avez mise en place pour réussir à pénétrer ce marché aussi rapidement, aussi efficacement, d'un point de vue marketing ou message ou diffusion? Je vais peut-être donner de l'espoir à certaines personnes, mais je suis convaincu qu'un petit groupe de gens extrêmement déterminés peut s'emparer du pouvoir, c'est très exagéré, mais en tout cas peut faire un énorme mouvement. On a pris 20 personnes en Tunisie, qui étaient 20 activistes, qui étaient des figures de la révolution tunisienne, et on a fait quelque chose qui paraît très anecdotique, mais je demande aux gens qui nous regardent et nous écoutent de se rendre compte qu'on parle de ça il y a 7 ans. Ce qu'on a fait, c'est que ces 20 personnes ont changé leur profil picture de Facebook et ils ont mis le logo de Gov sans le G-O-V. Donc il y avait le logo sans le nom. Et pendant des jours, les gens disaient « mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est ?» Et puis ensuite, on l'a lancé en expliquant « maintenant, tu peux faire entendre ta voix ». Donc déjà, on avait un groupe qui était déterminé. Et je pense, et je le dis aux entrepreneurs, une équipe déterminée, ça peut faire énormément de choses. Je suis actuellement en train de terminer la biographie de Steve Jobs. C'est incroyable comment 3 personnes déterminées ont réellement changé le monde. Et c'est le cas dans la conquête du pouvoir. On est en plein là dans qui sera le prochain Premier ministre. Il y a des grands hommes d'État qui sont restés dans l'opposition très longtemps et qui ont pris le pouvoir avec un petit nombre de personnes déterminées. Et je parle de ça de manière totalement démocratique. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, et ça c'est un conseil business, on était dans l'ère du temps. On était vraiment dans le sens de l'histoire. Les gens avaient envie de faire entendre leur voix. C'était plus possible simplement d'aller manifester ou d'espérer qu'un sondeur allait vous appeler. Donc, c'était pas très difficile de faire marcher Gov. On allait voir les gens, on leur disait « T'en as marre que personne ne t'écoute ? Ouais. Tu penses que ton avis y compte ? Oui. Bah tiens, utilise cette application. » Donc, c'était un no-brainer, comme on dit. Ça tombait sous le sens. Et c'est la même chose qui s'est passée sur la France? La France a été un petit peu plus compliquée d'abord parce que les sondeurs sont très puissants. Ça a été plus compliqué parce que, si vous voulez, les sondeurs aujourd'hui vivent encore sur cette logique de ce qu'ils appellent la représentativité. Ils interrogent 1000 personnes, ils vous expliquent que ces 1000 personnes sont représentatifs d'un échantillon et donc que c'est ça la photo de la France. Nous, on avait un modèle complètement différent, on défendait l'idée que c'est la masse qui fait la représentativité. Et donc, à partir d'un moment, on a expliqué, on avait 200 000 utilisateurs au top de Gov. Et donc, on me disait, mais Bobby, c'est beaucoup 200 000 ou pas? Donc, à l'époque, je connaissais par cœur le nombre d'adhérents de chaque parti. On était le plus gros parti de France. Donc, je lui dis, oui, si tu ramènes à l'écosystème dans lequel je suis, Gov, c'est le plus grand parti de France. Oui, là, c'est intéressant. Après, ce qui s'est passé, et c'est pareil pour tous les entrepreneurs qui nous regardent, quand vous commencez à
faire émerger quelque chose, ou quand on annonce bien avant tout le monde que Fillon va gagner et que Fillon gagne, c'est terminé, les portes sont ouvertes. Donc on n'avait pas accès aux médias, on est devenus ceux qu'on consulte pour savoir un peu ce qui va se passer. Mais c'est comme toujours, il faut démontrer quelque chose. Une fois que vous l'avez démontré, si vous ne débrouillez pas trop mal, ça le fait. Et du coup, juste sur la stratégie un peu, parce que tu as expliqué que, en gros, l'outil pouvait servir pour prendre le pouls des salariés dans des grands groupes ou grandes enterprises. Et à côté de ça, tu as la partie plus politique qui génère pas de cash parce que tu veux pas faire d'argent dessus. C'est quoi un peu comment est-ce que tu fais pour splitter ton temps? Qui fait quoi dans la boîte? Enfin, est-ce qu'il y a une personne en charge de la politique, une personne en charge des entreprises? Enfin, comment ça fonctionne? Alors, mon associé il avait une formule très drôle. Il disait « Bobby fait tout, je fais le reste ». On faisait tout. Okay. On faisait tout, mais c'est aussi un message pour les entrepreneurs. Mais enfin, c'est assez connu ce que je vais dire, mais si vous aimez ce que vous faites, vous ne travaillez jamais. Ouais. C'était passionnant. J'ai jamais eu l'impression de travailler. D'ailleurs, je vais vous dire aussi quelque chose auquel je crois. Quand vous faites quelque chose qui vous éclate, vous ne réfléchissez pas, est-ce que je vais vendre la boîte, combien je vais la vendre, quelle est la valeur. Les choses arrivent. Et nous, chez Gov, tout est arrivé. Il n'y avait pas de plan. On avait envie de redonner la parole aux citoyens. Après ça, on a trouvé un business model pour aider les entreprises. Super, génial. Les salariés dans les entreprises adoraient ça. Même les syndicats aimaient ça dans les entreprises. Puis ensuite, il y a eu la rencontre avec BCG et les choses se sont faites. En règle générale, mais j'ai vu ça souvent, des très grandes réussites. Ceux qui disent « je monte ça parce que je veux la vendre tant, etc. », t'as peu de chances que ça marche. Ma petite expérience montre que ça ne marche pas comme ça. Et comment ça se passe justement après la rencontre avec BCG, l'intérêt qu'ils portent du coup à Gov et toute la suite? La rencontre avec BCG est assez amusante et c'est quelque chose auquel je crois dans la vie. Je pense que la vie, c'est des rencontres et que soit elles te font, soit elles te défont. Moi, dans mon cas, j'ai fait quelques rencontres dans la vie qui m'ont vraiment fait. La première rencontre avec mon associé Pierre-Alexandre Tellier, puis la rencontre avec Fred et Farid, qui ont beaucoup joué dans mon parcours professionnel, puis ensuite la rencontre avec BCG. BCG, c'est une histoire très drôle parce que je ne savais pas ce que c'était BCG. Je n'avais jamais entendu parler de BCG. Ce qui a été génial parce que ça n'a rien faussé dans nos discussions, c'est complètement ouvert. Je n'avais aucune stratégie, c'était vraiment une discussion totalement honnête sur qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Mais la raison pour laquelle on a rencontré BCG est assez drôle quand on connaît la fin de l'histoire. On était en train de pitcher une des plus grandes entreprises du monde à qui on voulait vendre la solution pour prendre le pouls des salariés. C'est vraiment une des 10 plus grandes entreprises du monde. Et le président France de cette entreprise adore l'idée de l'application pour ses salariés, pour prendre le pouls des salariés, pour partager avec la direction des idées, etc. Et il dit, Banco, on va l'implémenter. Et quelqu'un dans le COMEX dit, mais attention, on a donné une mission de conseil au niveau mondial au BCG, prenez pas un outil comme ça sans consulter BCG, parce que c'est peut-être contraire à toute la stratégie qu'on est en train de mettre en place. Donc, recommandez à ce jeune garçon d'aller montrer la solution au BCG. Si BCG trouve ça bien, très bien, on l'implémentera chez nous. Long story short, on n'a pas implémenté cette solution dans cette grande entreprise, mais on a vendu Gov au BCG. Ok. C'est ça l'histoire. Ils l'ont plus que trouvé bien, donc. Je crois, ouais. Et à ce moment-là, comment est-ce que... est-ce que tu peux parler un petit peu du deal ou les chiffres sont totalement... c'est confidentiel? Les chiffres sont confidentiels, mais je peux raconter quelque chose qui transforme complètement un entrepreneur. C'est la due diligence avec un groupe américain. Ouais. Tu as décrit tout à l'heure que BCG, c'était 25 000 salariés, 11 milliards de dollars de chiffre d'affaires à l'époque. C'est plus aujourd'hui. Il faut se rendre compte. Gov, on était 10 personnes. Certains étaient des stagiaires de 42. Et on se retrouve avec le plus grand cabinet d'avocats français à faire la due deal du rachat. Nous, on était là pour rigoler. Et donc, disons que ça a duré entre 3 et 6 mois, ce qui est assez rapide. Mais bon, il a fallu s'élever de niveau. Il a fallu se mettre au niveau de ce qu'une entreprise comme le BCG attend quand elle fait une acquisition, d'autant plus que c'était, à ma connaissance à l'époque, probablement une des premières acquisitions start-up de l'histoire de BCG, donc c'était sérieux. Et c'était une due diligence difficile, mais c'était assez formateur, puisqu'il s'avère qu'au moment du rachat, BCG me propose de rester. Et donc j'avais découvert pendant à peu près 6 mois comment le niveau d'exigence de BCG, et j'avais trouvé ça génial. Et donc, j'ai dit, OK, Banco, non seulement on vend, mais en plus, on vient avec vous. Donc, j'ai embarqué toute mon équipe avec moi.
à l'exception de mon associé qui est devenu à ce moment-là le directeur général de Nestlé en France. Mais sinon, on est tous partis au BCG et on s'est éclaté. Et justement, quelles sont les leçons que tu retiens de cette due deal que tu pourrais partager à celles et ceux qui nous écoutent? Ce que je retiens, c'est qu'il faut se mettre au niveau de ceux qui rachètent. C'est-à-dire que nous, on pensait que le process de due deal était très exagéré. Mais eux avaient complètement raison. Quand on fait une acquisition, aujourd'hui, je suis investisseur, je fais des due deals assez sérieuses. Il y a des choses qui ne sont pas détentes. Quand on fait une acquisition, on vérifie, on regarde, on se renseigne. Il y a des enjeux réputationnels, il y a des enjeux de contrat. La façon dont ils ont mené cette due diligence, qui a été extrêmement difficile, ça a été très rigoureux. Je pense que ça me sert aujourd'hui dans les due deals qu'on fait pour faire des investissements. Il ne faut rien laisser au hasard, il faut être sérieux, il faut être transparent. C'est drôle parce que pendant très longtemps, j'ai beaucoup cru à fake it until you make it. Je pense que c'est dépassé. Je pense que ça ne marche plus. Je pense qu'aujourd'hui, une des valeurs principales et une des caractéristiques qui déterminent un entrepreneur qui deviendra un grand leader versus quelqu'un qui cherchera à faire un coup, c'est la transparence. J'ai appris la transparence au BCG. Il faut être transparent, pas raconter de conneries. Ça, je suis d'accord. C'est fini, ça. En fait, c'est vraiment ça. Je trouve que fake it until you make it, c'est vraiment le gars qui veut faire un coup. C'est fini. Mais après, tu ruines ta réputation pour... Il y a une citation que j'adore. La confiance, ça se gagne en gouttes et ça se perd en litres. Et je pense que c'est vraiment ça. Et moi aujourd'hui, je vois plein d'entrepreneurs qui te racontent on fait tant de chiffre d'affaires. C'est pas vrai. On a tant d'utilisateurs. C'est pas vrai. Il faut laisser tomber ça. Surtout quand tu es un fonds, en fait. Moi, je me rappelle quand on avait revendu, j'ai revendu 20% de ma boîte il y a quelques années. Et en fait, moi, j'annonçais toujours au fond des chiffres qui étaient plus bas. En fait, tous les chiffres que j'annonce publiquement, ils sont toujours un peu plus bas que là où on est, parce que ça me laisse toujours un buffer, tu vois, pour la suite. Et en fait, quand les fonds, ils ont commencé à faire leur due deal, parce que c'était un cash out à 100%, donc on prenait du cash en tant que perso, et le cash n'allait pas dans la boîte. Là, tu vois, ils faisaient une due deal un peu comme quand tu fais un rachat, quoi. C'est un peu plus, t'es un peu plus sérieux, tu regardes un peu les chiffres, tu te fais auditer de partout. En fait, ils étaient là, ils m'appellent et tout, ils disent ouais, mais en fait, on est un peu choqués et tout. Il y a un truc qu'on aimerait bien comprendre. Et du coup, j'étais là, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais, je me suis dit merde et tout, il y a un problème. Il fait, en fait, les chiffres ils sont plus élevés que ce que tu nous avais annoncé. Je dis ouais, il y a à peu près 10% d'écart, 10-15%. Et il me dit ouais, et pourquoi? Je dis j'explique, tu vois, genre moi, je suis toujours plus à l'aise d'annoncer un chiffre plus faible et déjà de un, je me porte pas l'œil comme ça pour la suite et tu vois, je suis un peu il me fait mais on n'a jamais vu ça, genre en startup c'est tout l'inverse, tout le monde annonce des trucs beaucoup trop élevés et derrière en fait quand tu creuses tu te dis ah ouais non en fait pas du tout quoi. C'est vrai que je pense vraiment que c'est clé parce que je te donne un exemple très concret. On reçoit toutes les semaines des dizaines et des dizaines de deals. Okay, on les regarde, certains on passe et parfois ces deals reviennent. Donc, je sais pas, je dis n'importe quoi. 1 an après, un deal revient. Je reprends le deck d'il y a 1 an, je regarde les chiffres, ou projection 2025 par exemple, je dis n'importe quoi, 30 millions. Et au final, là, on n'est plus dans des projections, il doit dire la vérité, il a fait 3 millions. Ouais. La discussion devient compliquée. Ouais. J'ai moins confiance. Moi, j'ai eu pire. J'ai eu un gars qui m'avait envoyé son deck. J'ai investi, tu vois, j'ai dû investir, je sais pas, dans une vingtaine de boîtes. Il m'envoie son deck, il partage des chiffres et tout. Et je sais pas, il avait annoncé qu'il faisait 15K de MRR, de revenus récurrents mensuels. Donc je dis, bon, vas-y, la boîte, je parle aux gars, ils sont sympas, machin. Et tu vois, comme c'est un truc de... Enfin, moi, je suis investisseur business angel, quoi. Donc, je vais pas aller faire un audit de fou pour un ticket, je sais pas, entre 50 et 100K, quoi. Je mets le ticket et le gars me dit, bon, comme tu fais partie des investisseurs qu'on voulait vraiment avoir, ça serait cool que tu viennes au board, machin et tout. Donc, je commence à être au board. Premier board, c'est genre 3 mois après l'investissement. Et là, genre, je vois MRR à 10K, tu vois. Et là, je fais, les gars, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, vous perdez 50%, pardon, un peu moins de 50% de votre MRR en 3 mois. Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un truc qu'on peut vous aider et tout? Ils disent, non, on est en croissance et tout. Je dis, je capte pas, je regardais par le deck. Et là, il me dit, mais non, mais fake it until you make it.
Là, je fais, ben non, en fait, mec. Enfin, tu peux pas faker un investisseur qui met de l'argent dans ta boîte, tes chiffres. Enfin, ça me paraît. Ouais. C'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet qu'on pourra évoquer et revenir dessus, parce que je pense que ça mérite le cas. Toi qui analyse du coup des pitch decks quotidiennement et qui investit également régulièrement. Mais avant ça, donc le BCG désire racheter la boîte. Est-ce que tu vends la totalité de la boîte, vous vendez la totalité des parts, ou bien vous restez au capital? Non, on vend tout, mais ce qu'on vend, c'est la techno. Ouais. Tout le volet politique, on l'a gardé. Donc, le deal a été ce rachat d'actifs. On voit ça comme un actif. Ils ont racheté un actif et ils ont repris l'équipe. Mais on a gardé le reste de la boîte sur la verticale politique. Et on avait des contrats. On accompagnait. Parce que quelque chose que je n'ai pas dit, c'est on était aussi l'outil des départements français et des régions françaises. Donc, les administrés de certains départements et de certaines régions utilisaient l'application en marque blanche pour faire entendre leur voix dans leur département. Donc, on a eu la région Grand Est, on a eu le département de l'Eure, département de l'Ain, département de l'Essonne. Il y a quand même pas mal de contrats à côté de ça sur les collectivités, parce que les collectivités, c'est un énorme enjeu. Là, ici, on est à Paris, mais la France, c'est pas Paris. Et eux aussi, ils avaient envie de faire entendre leur voix. Et eux, en plus, la proximité avec leurs élus, c'est d'autant plus important. Donc, on a gardé ce volet-là du business. Et à ce moment-là, du coup, tu passes de directeur, patron d'une start-up à un poste de direction dans un énorme groupe. J'imagine que tu fais face à pas mal de challenges en faisant cette transition. Est-ce que tu peux nous en partager quelques-uns? En fait, c'était assez incroyable parce que nous, on est arrivé au BCG en novembre 2017. Pour la petite anecdote, j'avais un caprice dans la vente Gov au BCG. J'étais d'accord sur toutes les conditions, après certaines négociations, mais à la fin, on était d'accord sur tout, mais j'avais une seule exigence, c'est que je voulais signer le 9 novembre 2017. Et donc, je me disais, mais pourquoi vous voulez signer absolument le 9 novembre 2017 ? Je dis, parce que le 9 novembre 2017, j'aurai 30 ans. Et 30 ans, je ne les oublierai pas. Et donc, on a vraiment signé le 9 novembre 2017. Et donc, le 10 novembre 2017, j'arrive au bureau au BCG. Et je comprends rien. Parce que je connais personne, je suis avec mon équipe, nous, on a toujours été en petit comité, etc. Et puis, nous, on a une particularité, c'est qu'on faisait pas partie de BCG Paris. On était logé au BCG Paris, mais on était déjà global, on était dans une unité globale. Donc voilà, c'était beaucoup de Zoom. À l'époque, nous, on ne faisait pas tant de Zoom. Alors, ça s'appelait Webex, on utilisait Webex de Cisco. Puis bon, après, on s'habitue vite, on comprend vite comment ça fonctionne. On a été onboardé par des gens absolument incroyables. Puis voilà, il fallait suivre, quoi. De toute façon, si tu ne suis pas, tu ne restes pas. Et c'était passionnant. On a très vite été mis dans des dossiers vraiment énormes. On a rencontré des gens brillants, des gens passionnants, des gens... c'était un autre niveau. C'était un autre niveau. Et je n'ai pas regretté un seul jour de ma vie d'avoir vendu Gov pour aller au BCG. Je pense, et on en parlera, je pense que c'est le genre de rencontre qui vous transforme. Moi, j'ai été transformé par BCG. J'aime bien dire que j'ai été augmenté par BCG. Ça a changé professionnellement, ça a totalement changé ma vie. Et la manière dont je regarde un deal, la manière dont je raisonne, la manière dont j'analyse, BCG, c'est mieux que de faire 20 ans d'études à Polytechnique. C'est un autre monde. T'es resté combien de temps là-bas ? Presque 5 ans. Ok. Et tu avais un earn-out, toi, ou qui était lié au temps où tu restais ou pas du tout ? Non, je ne l'avais pas. Non ? Ok. Donc ça a été vraiment par kiff et... Ouais. Et puis vite, j'ai fait autre chose à l'intérieur de BCG. Au début, j'ai géré l'intégration du produit, donc c'est devenu l'outil de change management de BCG. Et puis, encore une rencontre. Cette rencontre-là, elle a vraiment changé ma vie. On m'a proposé de devenir le patron de l'innovation de tous les produits software et data du BCG. Et là, c'était investissement, incubation, développement, go-to-market. Donc, c'est monter l'équivalent d'un corporate VC fund, c'est monter un petit fonds à l'intérieur de BCG. Et on a développé des produits absolument incroyables. C'est le fruit d'une rencontre, encore une fois, avec un profil qui est très différent du mien.
D'ailleurs, je fais un petit retour en arrière. Mon associé dans Gov était aussi très différent de moi. Et il y avait une question que nous posaient souvent les médias, c'était la neutralité de l'outil. Donc en fait, pour faire simple, qu'est-ce qui nous garantit que vous ne truquez pas les chiffres? Et il avait une formule géniale. Il disait, mais on ne peut pas truquer les chiffres. Et il me montrait du dos, il disait, il est petit, je suis grand. Il est de gauche, je suis de droite. Il est juif, je suis catholique. En fait, il mettait des trucs comme ça pour montrer qu'on était complètement différents. Et mon patron, BCG, qui s'appelle Ludger Kubelsorger, c'est un des plus grands banquiers européens allemands, très différent de moi. Il est devenu mon mentor. Alors, ce que je veux faire comme distinction, c'est que je veux faire la distinction entre un modèle et un mentor. J'ai eu beaucoup de modèles, mais j'ai jamais eu de mentor. Parce qu'un mentor, c'est quelqu'un qui passe du temps avec vous. C'est pas quelqu'un à qui vous voulez ressembler. C'est quelqu'un qui vous montre comment faire, qui s'énerve quand vous faites mal les choses, qui vous donne des conseils. C'est profond, un mentor. J'avais jamais eu de mentor dans ma vie. J'ai eu plein de modèles. Et lui est devenu mon mentor. Et pour aller dans ce que tu disais, j'avais pas besoin de earn-out pour rester. Moi, je voulais rester pour apprendre avec ce monsieur. Et en 5 ans, sincèrement, il n'y a pas une réunion où j'ai pas appris quelque chose. Et vraiment, je vous demande de me croire, quand j'ai quitté BCG en 2022, avec ce projet de monter un fonds, et que je suis allé en parler avec lui, très rapidement, on a décidé qu'on partirait tous les deux ensemble. Et il a quitté BCG après 30 ans et on a décidé de faire un projet Rock Venture ensemble. Trop stylé. Donc, et je voulais vraiment être collé à ce monsieur. Et du coup, si tu devais peut-être trouver 3 apprentissages clés qui t'a apporté au cours de ces 5 ans. Et il m'a appris plein de choses. Mais il m'apprend des choses tous les jours, puisque c'est mon associé aujourd'hui. La première chose qu'il m'a appris d'abord, c'est... Moi, il m'a appris à écouter. Les entrepreneurs qui nous écoutent et qui nous regardent savent qu'on n'écoute pas beaucoup, nous. On parle beaucoup, on a plein d'idées, on est toujours très agité. Il m'a appris à écouter. Le plus intelligent dans la salle, c'est pas forcément celui qui parle le plus. Écouter, un grand talent. D'abord, j'ai appris à écouter. La deuxième chose, j'ai appris à structurer une pensée. L'idée de génie, la fulgurance, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on monte une grande entreprise solide. On analyse, on pèse le pour, le contre, on consulte. Et une troisième chose qui m'a appris, mais on a appris des milliers, mais il y a une chose que je pense peut intéresser les gens qui nous écoutent et nous regardent. Il m'a appris la culture du feedback. Moi, j'ai toujours eu honte de demander à un client ce qu'il pensait de ce que j'étais en train de lui raconter, parce que ça me paraissait me mettre dans une position très faible. Je suis censé savoir. Je ne peux pas te demander si, au fait, est-ce que vous auriez des recommandations sur la présentation qu'on vient de vous faire? Est-ce que quelque chose qu'on aurait pu améliorer? Et lui m'a appris que la culture du feedback, ce n'était pas du tout de la faiblesse. C'est une grande preuve d'intelligence. Et donc, j'ai appris le feedback. Et ça, c'est très, très enrichissant. Ouais, complètement. Et justement, pour revenir à cette transition où tu vas au BCG, tu passes de gérer une équipe de 10 personnes à progressivement, tu gères combien de personnes? On est dans une unité où on est, je sais pas, entre 500 et 1000. Ok, ouais. Et... On est dans l'unité de tous les software products de BCG. Donc c'est un des endroits les plus passionnants parce que BCG, c'est les plus belles entreprises du monde en stratégie, mais c'est important la tech. Donc de venir avec des outils tech au service d'une stratégie globale, c'est vraiment quelque chose d'important. Et on a vraiment développé des outils assez incroyables. Et comment tu gères ton quotidien et ta montée en compétences même sur le terrain finalement de manager quand tu passes de 10 à 500, 1000 personnes? La première grande difficulté d'abord, c'était le time zone. Je travaillais principalement avec des Américains. D'ailleurs, je travaillais avec 2 équipes. Équipe Inde, équipe Amérique. Donc, si vous voulez, au tout début, quand vous arrivez au BCG, vous avez l'impression qu'il faut répondre en temps réel à tous les mails et jamais dormir. Donc, les débuts ont été très, très, très éprouvants. C'est ma faute, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Tout le monde comprend que j'habite à Paris, que je peux pas répondre à 4 heures du matin, mais au début, on est très, très volontaire. Ce que j'ai appris, c'est que c'est à déléguer. On a des roadmaps très poussés, on a des deadlines très difficiles, on peut pas tout faire, on peut pas tout centraliser. Donc, il a fallu apprendre à déléguer, il a fallu apprendre à
à faire confiance, mais c'était des gens qui étaient tous brillants, donc c'était pas très difficile. Mais c'était le côté, je suis plus derrière pour vérifier chaque chose, je suis dans une très grande machine, et cette machine, elle sait quoi faire, elle sait comment avancer, et au final, tout se passera très bien. Donc, c'est donner du temps à des équipes pour préciser une vision, et après, c'est les laisser exécuter et intervenir quand il y a besoin d'intervenir. Mais globalement, c'est des gens qui sont vachement accountable, comme on dit. Ils n'avaient pas tellement besoin qu'on leur explique comment faire. Ouais. Donc, il y a aussi la notion de recruter des talents, j'imagine. C'est ce que je préférais faire au BCG, parce que si vous voulez, quand vous venez d'une start-up où chaque euro compte, c'est un petit peu différent quand vous arrivez au BCG et que vous avez des moyens pour recruter. Ouais. Mais moi, j'ai toujours recruté des profils très différents. Donc, mes équipes, c'était vraiment c'était marrant, mon équipe. C'était Les Avengers. un petit peu parce que, d'abord, et c'est quelque chose auquel je crois énormément, que je promeus énormément, la CTO de notre équipe, c'était une femme. Tout le volet tech des produits qu'on gérait était géré par une femme brillante qui s'appelle Ha, que j'embrasse, que j'adore, que je vois encore. Et donc, elle gérait une équipe tech avec des hommes qui étaient tous... vous connaissez un peu les devs, ils étaient très devs. Donc, ils voulaient rien écouter, ils voulaient faire leur documentation de leur côté, et elle faisait en sorte que tout ça ressemble un peu à ce que ça doit être dans l'univers BCG. Donc, j'ai recruté des gens qui étaient très différents, et ils se sont très bien mariés avec des consultants qui, eux, étaient très différents. Mais au final, ça marchait parce qu'on livrait des produits au niveau de ce que BCG attend. Et justement, le recrutement de talents qui vont être en capacité d'être parfaitement adaptés puis formatés à l'entreprise, c'est un vrai enjeu que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui ont. Quelles sont les différentes clés que tu pourrais partager basées sur toute l'expérience que tu as accumulée au BCG pour recruter des talents? Alors, ça va te faire rire, la première règle que je donnais aux gens que je recrutais, c'est de ne surtout pas se formater à BCG. Surtout pas. BCG n'a pas besoin de fabriquer les mêmes profils. Ce qui est intéressant, c'est la diversité des profils. Et c'est pour ça que notre équipe, elle était assez unique. C'était un entrepreneur avec des pirates. Donc, il fallait surtout pas être formaté. Il fallait être différent. Et mon patron, qui est aujourd'hui mon associé Luger, il n'a recruté que des gens comme ça. Personne ne ressemblait au profil type du consultant. Tout le monde était très, très différent. En revanche, ce que j'avais mis en place, c'était des tests. On avait un test tech qu'on faisait. Si tu le passais, tu allais à la deuxième étape. Il faut savoir que le BCG est connu comme étant l'entreprise au monde. Alors, c'était vrai quand j'y étais, c'est peut-être le top 2 ou le top 3, mais la plus dure à intégrer. C'est 1% qui est accepté. Donc, le test était difficile, mais ce qui était important pour nous, ce n'était pas tant de voir comment il allait réussir, c'est de voir comment il allait s'en sortir. Donc ça, c'était assez marrant, puisqu'on les mettait dans des conditions assez compliquées, et on voyait comment ils réagissaient. Après, je suis un pur créatif. Donc, ce qui comptait, c'était l'alchimie entre les équipes. Moi, quand je recrute quelqu'un, la première question que je me pose, mais vraiment, au-delà de ses compétences, est-ce que je peux partir en vacances avec lui ou avec elle? Et si je ne peux pas partir en vacances avec lui ou avec elle, je ne suis pas sûr que j'ai envie de travailler avec. Et ça ressemble à ce qu'on disait au début. Même aujourd'hui, dans l'investissement dans la travel tech, je n'ai pas l'impression de travailler. C'est génial ce qu'on fait. On s'adore, on travaille, on peut partir en vacances ensemble, on va dîner ensemble, on va déjeuner ensemble, on se raconte nos vies. Vous savez, le temps que vous passez au travail, c'est plus que le temps que vous passez avec votre famille. Donc si vous ne vous entendez pas trop, vous avez passé des mauvaises journées. Hein. Et un autre sujet qui n'a rien à voir avec les autres, mais tous les deux, vous avez une bonne connaissance de la culture américaine au global, dans le business. C'est quoi les grandes différences entre la culture américaine, selon vous, et la culture française dans le business, et les raisons? Une seule. Seule. La culture de l'échec. En France, l'échec, c'est mal. Si tu fais un échec en France, tu es carbonisé. Aux États-Unis, si tu n'as pas fait un échec, tu as moins de chances de trouver des investisseurs. J'adore cette façon de dire prendre un risque, take a chance. Ça explique tout. Ça explique tout. J'ai eu un premier échec, moi, avec Sogrand, qui était la première startup que j'ai lancée, une des premières startups que j'ai lancées, qui avait pour ambition de devenir le premier grand magasin de luxe sur Internet. Ça n'a pas marché.
Ça m'a fermé la porte de certains investisseurs quand j'ai voulu faire Gov. Aux États-Unis, ça aurait été une expérience. Ils auraient dit, ah, t'as vu, il vient de rater, c'est génial, il faut que tu lui parles, il a appris plein de choses. En France, quand tu rates quelque chose... Ouais, t'es le paria un peu. Ouais, la culture de l'échec. L'échec, c'est hyper formateur. Tu n'apprends pas grand-chose dans tes succès. C'est l'échec qui t'apprend. C'est l'échec. Il y a une phrase, elle est apocryphe, je ne sais pas si elle est vraiment de Churchill, mais la prospérité montre les heureux, l'adversité révèle les grands. C'est dans l'adversité que tu vois qui est qui. Et l'échec, c'est exceptionnel. Ça paraît terrible ce que je dis, mais l'échec, il n'y a pas plus formateur que l'échec. Et selon toi, c'est lié à quoi cette perception négative de l'échec à ce point en France ? D'abord, la France a un rapport à l'argent qui est très différent des Américains, qui a un rapport au succès qui est très différent des Américains. Il y a toujours une notion un petit peu de suspicion, quelqu'un qui est dans l'échec, une suspicion, comment la boîte a terminé, etc. Moi, je peux vous dire, la boîte a terminé, on a perdu tout l'argent. On avait levé 350 000 €, c'était en 2012, mais on les a perdus. J'ai été payé au SMIC pendant 5 mois, avant ça, et après ça, je ne m'étais jamais payé. On n'a pas utilisé un centime de cette société, pas même pour acheter un t-shirt au nom de la société. C'était un pur échec, on n'a pas rencontré le marché, on était mal préparé, j'étais mal associé. Et voilà, les gens ont certainement imaginé que s'il y avait eu un échec, il y avait quelque chose de mal qui avait été fait. Non, ce qui a mal été fait, c'est une succession d'erreurs, mais qui est très connue dans l'entrepreneuriat. Mauvais associé, ne pas se renseigner sur quelles sont véritablement les attentes des clients quand tu es dans du B2B. Voilà, toutes les erreurs classiques, mais rien qui soit grave ou pas légal ou ce genre de choses. Mais j'insiste, je pense que c'est un sujet politique, l'échec. Tant qu'on ne valorisera pas l'échec, c'est drôle, ça paraît complètement paradoxal, ça paraît être fou de dire qu'il faut valoriser l'échec. L'échec, c'est fabuleux. C'est fabuleux, il faut écrire sur son CV les échecs. Les gens adorent mettre le nom de leur boîte avec entre parenthèses « excited », vendu, je l'ai fait. Mais je pense mettre, en finissant ce podcast sur mon LinkedIn, seconde entre parenthèses, failed. Ah, c'est clair. Moi, peut-être t'en as parlé un petit peu, mais pour moi, plus que la vision de l'échec, c'est aussi vraiment le rapport à l'argent. Parce qu'en fait, en France, quand même, quand tu regardes, moi, je te donne un exemple très simple, c'est quand je faisais des démos en France au tout début de notre outil, les gens, ils étaient là, genre, OK, est-ce que tu peux me rajouter peut-être 2 semaines d'essai gratuits ? Je ne suis pas sûr d'avoir vraiment bien testé. Donc, je leur rajoutais 2 semaines d'essai gratuits. Ensuite, c'était genre, OK, est-ce que tu penses que tu pourrais me rajouter 1 ou 2 mois ? On n'est pas sûr du ROI encore. Et moi, j'étais là, tu sais, j'avais accès à leur compte. J'étais, en fait, tu as booké, je sais pas, 5-6 meetings avec tes prospects. Tu vas les closer, non ? Ouais, mais tu sais, ça prend du temps, le closing, donc je ne suis pas encore sûr du ROI, tu vois. Et avec les US, c'était pendant la démo, ils étaient là, genre, ouais, grave cool, où est-ce que je mets ma carte de crédit, tu vois. Et en fait, du coup, ça faisait des cycles de vente en France quand moi, je devais faire une démo qui prenait peut-être 1 mois et demi, 2 mois, alors qu'aux US, c'était des one-shots, tu vois, genre une démo, ça closait. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais en vrai, moi, j'ai pas du tout envie d'avoir cette mentalité française, de faire le gros crevard, à jamais vouloir payer, jamais vouloir investir sur soi, investir sur un outil, tu vois. Et je préfère beaucoup plus me mettre dans cette mentalité d'abondance qu'il y a aux US, où ils te disent, en fait, si tu n'investis pas, tu n'auras jamais rien, donc vas-y, tu vois. Et ça, je trouve que c'est assez fou. Et comme ce que tu dis aussi, après, le côté que les gens qui ont du succès en France, c'est des gens, en gros... moi, pire que l'échec, c'est plutôt genre la vision des gens successful en France. Quand tu regardes, on en parlait tout à l'heure, mais tu prends Bernard Arnault, homme le plus riche du monde, en France, il se fait tailler par tout le monde. Je dis pas que c'est un saint, qu'il a fait... mais c'est quand même un gars dont je pense que beaucoup de personnes pourraient apprendre des trucs. Tu vas aux US, les mecs qui gagnent énormément d'argent, en fait, là-bas, la première chose que les gens font, moi, je me rappelle quand j'étais arrivé aux US et que je disais que j'étais entrepreneur, les gens, ils me demandaient mes chiffres. En fait, direct, tu vois, ils te posent des questions, ils sont grave intéressés et tout. En France, le premier truc qu'on fait quand quelqu'un te donne des chiffres et qu'il a réussi, en tout cas des chiffres qui paraissent impressionnants, en fait, ils vont être là, non, mais il y a un truc louche, il doit arnaquer les gens, il y a forcément un scam, machin. Enfin, tu vois, c'est une mentalité, je trouve, qu'il faut qu'on change, en fait. Ouais, complètement.
Tes équipes, elles sont uniquement en France ou à l'international? Je dirais il doit avoir peut-être 8-9 pays, je pense, au total. 8-9 pays. Ouais. Alors, c'est une question que j'ai envie de vous Peu poser mais quelques. Ouais. à tous les deux. C'est finalement à quoi s'attendre quand on gère des équipes à l'international? Parce que tu l'as vécu aussi avec BCG, tu le vis également, outre le sujet de la time zone que tu as évoqué tout à l'heure. Pour beaucoup, lorsqu'on commence à scale et qu'en plus on a un business anglophone, qu'on s'adresse au monde entier, vient le moment où tu vas avoir des collaborateurs qui sont un petit peu partout dans le monde. Comment est-ce qu'on gère ça? Je pense que la culture, moi, c'est le truc qui est. Je sais qu'on a recruté quelques personnes aux US et que culturellement, même si c'était notre plus gros marché, etc. là-bas, on a vu, tu vois, un gap, notamment sur la façon dont tu donnes du feedback. Là, tu vois, en France, je pense que la France et les pays de l'Est, on est assez direct et c'est OK d'être assez direct. Aux États-Unis, le feedback, tu vois, ils appellent ça le shit sandwich, tu vois. Donc, tu commences toujours par un truc très positif. Ensuite, tu donnes vraiment ton feedback et tu termines toujours par un truc positif. Et il y a des fois où, en fait, c'est un peu compliqué de savoir vraiment ce que les gens pensent, tu vois, aux US, où tu as beaucoup de tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Mais en fait, derrière, les gens, ils pensent pas du tout ça. Et du jour au lendemain, tu te retrouves avec des gens qui partent, des gens qui, en fait, se sentaient pas bien. Et toi, tu n'as pas moyen de le savoir si tu n'es pas proactif et tu n'as pas un peu changé ta façon de manager, quoi. Moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a toujours une équipe dominante. Tu peux avoir des équipes dans plein de pays, mais il y en a une qui est dominante. Et c'est un petit peu sur celle-là que se calent un peu les autres. Donc la culture, si c'est Paris, l'équipe dominante, ils vont se caler un petit peu là-dessus. Les meetings vont plutôt se faire ici. Après, le manager doit avoir l'intelligence d'aller changer un peu de pays pour pas être toujours dans le même pays, montrer l'importance qu'il accorde aux autres équipes. Mais moi, je crois vraiment qu'il y a toujours une équipe dominante. On dit souvent l'équipe un peu laboratoire. Mais j'ai constaté ça et je crois que c'est assez vrai. Et comment ça se manifeste justement? Soit c'est ceux qui sortent, alors ça dépend dans quel univers on est, mais soit c'est l'équipe qui sort les grosses features, soit c'est l'équipe qui est plutôt commerciale, soit c'est l'équipe qui est plutôt marketing. Mais il y a une expertise plus forte sur une région parfois, et c'est un petit peu celle-là qui prend le lead sur d'autres. Il arrive même parfois souvent que certains veuillent bouger en disant j'aimerais bien aller vivre à Paris ou vivre à Madrid, etc., parce que j'aime bien la mentale de l'équipe, est-ce que je peux avoir un transfert? C'est déjà arrivé. Donc elle va avoir tendance à tirer vers le haut l'ensemble des autres équipes. Ouais. Et toi, du coup, tu as expliqué, parce que tu avais aussi t'as tes teams qui sont un peu partout aussi. Ouais. Et là, tu me disais tout à l'heure, peut-être l'envie de retourner en Suisse et tout. Ouais, Est-ce que les équipes bougeraient avec toi ou pas? Une partie, ouais, et ça suivrait aussi la croissance, parce qu'il y a beaucoup de recrutements en ce moment. Donc naturellement, les recrutements seraient plus localisés. Mais typiquement, voilà, c'est déjà ce qui s'est passé finalement avec les Émirats, passage de Londres aux Émirats. Donc il y a une partie qui a déménagé là-bas. Mais après, justement, vient aussi la question du remote, du travail en remote. Les bureaux, tu évoquais le fait que tu étais sur plein de time zones, tu faisais des zooms, tu allais dans des bureaux, mais tu étais finalement à côté. Comment tu gères la proximité avec... Moi, je suis à fond pour le remote. Ouais. Alors, ça a plus bonne réputation. Tout le monde veut... Enfin, les grandes entreprises poussent pour que les gens reviennent au bureau. Mais non, moi, je trouve ça très bien, le remote. Et finalement, on a des très bons exemples du remote. J'avais des équipes en Inde, des équipes aux États-Unis. On a très bien travaillé ensemble. Alors, j'allais tous les mois aux États-Unis. Mais moi, le remote, je trouve ça très bien. Je trouve que chacun s'organise comme il faut. Après, c'est un peu comme je disais au début, c'est une question d'accountability. Vous travaillez avec des gens sérieux. Il n'y a pas besoin d'aller vérifier à quelle heure ils se sont levés, à quelle heure ils ont été déjeunés. Le travail est fait, le travail est fait. On parle avec des gens sérieux, pas des enfants de 4 ans avec qui on travaille. Ils savent ce qu'ils doivent faire, ils le font comme ils veulent le faire. D'ailleurs, je peux vous dire, les développeurs aujourd'hui, si vous ne leur mettez pas au moins 30% de remote, mais vous recrutez personne. Ouais, c'est fini. Vous pouvez continuer, les grandes entreprises continuent à expliquer, venir au bureau, mais c'est pas vrai, les gens ne veulent pas venir au bureau. Du coup, ils récupèrent le bas du panier, quoi. Ils veulent pas. Ils Ils veulent pas venir au bureau. Moi, des développeurs que je connais qui sont vraiment des cadors, mais si vous leur proposez le bureau, mais ils viennent, mais même pas en rêve, pour tout l'or du monde, ils viendront pas. Ils n'ont pas de problème à venir une fois ou 2 fois. Ça me fait une transition parfaite, avec le travel, qui est le sujet qui aujourd'hui m'intéresse, parce que je fais de l'investissement dans le travel. Ouais. Un des premiers constats qu'on a fait, mon associé et moi, au moment où on a eu le projet de lancer le fonds Rock Ventures, c'est ce qu'on appelle les digital nomades. Les digital nomades,
Ce sont des employés d'entreprise qui décident d'aller travailler 3 mois en Thaïlande, 3 mois au Portugal, 3 mois à Bali. Ils sont salariés d'une grande boîte et ils travaillent depuis n'importe où dans le monde. Mais enfin, c'est un mouvement absolument incroyable, les digital nomades. Il y en avait 60 millions avant le Covid, il y en aura 1 milliard en 2030. Et c'est une toute nouvelle manière de travailler, c'est une nouvelle manière de consommer le travail, de consommer le voyage, de consommer les rencontres. C'est fabuleux. C'est fabuleux. Tu as investi dans des boîtes, du coup, qui ont un petit peu cette approche, tu vois. J'ai plus trop les noms en tête, mais tu sais, qui font des sortes de maisons un peu de co-living, spécifiquement pour les digital nomades. Ouais. Et du coup, qui s'installent un petit peu partout dans des grandes villes où tu as des memberships, tu peux switcher, etc. On a investi dans quelque chose qui, pour moi, Ouais. est plus porteur que ça. Ok. On a investi dans une boîte en Allemagne qui s'appelle Raus. Ok. www.raus.life. C'est des cabines, des cabanes, Ouais. 100% écolo, magnifiques, au milieu de la nature en Allemagne. C'est le concept du slowness. Donc, c'est des gens qui peuvent venir en semaine au milieu de la nature, faire un feu de bois et travailler dans un environnement totalement naturel et surtout 100% écolo. C'est un business qui cartonne. Ok. Aujourd'hui, ils ont 60 cabines en Allemagne. C'est probablement le leader en Allemagne. Mais tu vois que les gens ont vraiment envie. C'est une nouvelle expérience. C'est une boîte où tu poses ton téléphone et tu ne le touches plus. Où tu as des panneaux solaires sur le toit. Où tu ne manges que de la nourriture faite dans la ferme à côté. Et même, ça va même plus loin d'un point de vue social. La cabane est posée sur un champ. Ce champ, il n'est pas la propriété de la société Raus. Ce champ, il appartient à un fermier. Ce fermier, il gagne 500 € par mois. Raus lui propose de partager une partie des revenus qu'il génère. Et donc, cette personne qui gagnait 500 € par mois et qui avait vraiment du mal à joindre les deux bouts, aujourd'hui, gagne 1 200 € par mois, 1 500 € par mois. Voilà comment tu remets aussi des gens... Tu redistribues un peu plus l'économie, quoi. Mais surtout, tu fais circuler quelque chose. Ouais. C'est quelque chose de magnifique. Ça, pour moi, c'est une nouvelle manière de consommer le travel. C'est une boîte que j'adore, Raus. Et tu as d'autres exemples comme ça de boîtes innovantes qui permettent, dans le monde du travel, d'aborder une problématique différemment et surtout d'être au goût du jour? Ouais, j'ai une deuxième boîte dont on est actionnaire qui s'appelle Apartool. Apartool, son business, c'est d'aller voir toutes les grandes entreprises qui relocatent des employés. Donc, on va prendre un exemple très concret. Google envoie un directeur pendant 4 mois dans une ville. Bon, avant, qu'est-ce qu'ils faisaient, ces gens-là? Avant, ils allaient à l'hôtel. Aujourd'hui, ils ne veulent plus aller à l'hôtel, ils veulent un appartement. Ils veulent vivre comme des locaux. Et donc, Apartool est une plateforme qui permet à ces grandes entreprises de trouver l'appartement pour loger le directeur qui va être reloqué pendant 4 mois à Barcelone. Et c'est intéressant parce que le business d'Apartool, par exemple, et pour ça que je te réponds à l'air du temps. Apartool, son client, son B2B, c'est Amex GBT, BCD Travel, Carlson Wagon Lit. Donc, c'est les gros opérateurs de travel. Pourquoi? Parce qu'en fait, la grande entreprise Google, elle travaille avec ces gens-là, travaille avec Amex. Et elle dit à Amex, mon directeur, il part 3 mois à Lisbonne. Amex, lui, ne peut lui proposer à l'origine qu'un hôtel. Il n'a pas cet inventory-là de l'appartement. Il ne connaît pas ça, Amex. Il ne sait pas qu'il y a des appartements qui sont complètement équipés pour loger des gens comme ça. Et c'est ce genre de boîte qui amène cet inventory-là à des énormes entreprises qui n'auraient jamais eu accès à ce type de parc et qui permettent à des gens d'avoir une expérience qui n'est pas celle de vivre 3 mois dans un hôtel assez triste dans une ville, et plutôt d'être à Barcelone, dans un vrai appartement, de vivre la vie à Barcelone ou la vie madrilène, etc. Et eux, ils trouvent les appartes, ils les détiennent ou ils les Non, trouvent, ils les détiennent c'est pas. un peu comme un Airbnb, mais 100% B2B, 100% relocate. Ils vont voir tous les owners d'appartements comme ça et ils leur disent « J'ai des clients pour toi, mais ce client, c'est les plus grandes entreprises du monde. » Ouais, donc safe. Ouais. Ah, c'est cool. Et justement, pas short-term rental, pas des gens qui viennent 2 jours pour faire du mass tourisme, qui est un fléau incroyable, le mass tourisme. Là, c'est des directeurs de grandes entreprises qui viennent 3 mois, qui consomment, qui voient ce que c'est la ville, qui deviennent pendant 3 mois un vrai gars de Barcelone ou un vrai Madrilène ou un vrai Parisien.
J'ai envie de revenir sur un sujet qu'on a évoqué tout à l'heure, c'est au niveau du remote. Tu parlais qu'on ne travaillait pas avec des enfants de 4 ans, pour reprendre ton exemple, et qu'il fallait être exigeant justement sur la typologie de profil avec lesquels on travaille pour pouvoir les laisser tranquilles faire leur job. Moi, je vois beaucoup trop d'entrepreneurs malheureusement mal recrutés, ne pas savoir recruter, et puis ensuite, du coup, créer un blocage et se dire « Ah non, moi je ne veux pas d'équipe, je ne recruterai plus jamais, etc. » Comment tu pourrais retranscrire, verbaliser concrètement ce niveau d'exigence que tu as eu, que tu as aujourd'hui également, pour nos entrepreneurs qui nous écoutent, avec une sorte de méthodologie ou en tout cas une trame qui leur permettrait d'éviter des erreurs majeures? Alors déjà, la première chose que j'ai vue et que je vois aujourd'hui dans le cadre du projet Rock Ventures qu'on a, d'abord la brand. Quand tu postules au Paris Saint-Germain, au Real Madrid, au Bayern de Munich, tu sais que tu viens à la Ligue des Champions. Donc, tu sais à quelle porte tu tapes. Donc, tu ne vas pas te comporter, pour reprendre mon expression, comme un enfant de 4 ans. Donc déjà, premièrement, tu te retrouves avec des gens qui viennent chez toi et qui ont une attitude assez légère, c'est peut-être que déjà, il y a une question sur ce que ta boîte véhicule. Ceux qui viennent postuler au BCG, c'est que des cadors. C'est que des cadors. C'est des gens, toute leur vie, ils ont voulu aller au BCG. Ils sont polytechniciens, centraliens, normaliens. Ils savent, quand ils viennent ici, ils savent que c'est une culture de l'exigence. Nous, chez Rock Venture, on est très clair. Tu vas t'éclater, tu vas rencontrer des entrepreneurs passionnants, tu vas voir ce que c'est la transformation du voyage, mais c'est sérieux. C'est sérieux. Donc, ma première réponse, si le type de profil que tu attires sont des gens qui ne sont pas capables d'être sérieux en remote, déjà, la première chose que tu dois te poser, c'est quelle image toi tu dégages pour que les gens viennent chez toi. La deuxième chose, ça je l'ai vu 50 milliards de fois, tous ces BSPCE, toutes ces choses-là. Il faut arrêter les fausses promesses aux employés, leur vendre une carotte qui mangeront jamais. Les gens que nous, on recrute et les gens qu'on a recrutés, d'abord, on recrute des gens ambitieux. Et quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui veut partager le gâteau. Si jamais tu montes une boîte pour tout garder pour toi et pour laisser penser à tes équipes qu'à la fin, hypothétiquement, si la valo atteint, etc., ils auront quelque chose, je pense que tu n'as rien à faire dans l'entrepreneuriat. Il faut aimer les gens pour être entrepreneur. Et si tu aimes les gens, tu as envie de partager. Donc je pense qu'il y a le reward qui est aussi important. Quand tu rewardes bien, tu attires des bonnes personnes. Donc d'une part, vraiment l'image que tu dégages et aussi la culture. Et d'autre part, le fait de vraiment savoir récompenser à leur juste valeur les talents et incentiver. Et j'ajouterais dans ce deuxième point, finalement, c'est un point aussi que tu as évoqué rapidement tout à l'heure, ce qui fait que tu es resté pendant 5 ans BCG. Ce n'était pas la carotte de l'argent, mais c'était la carotte du fait de travailler avec ce mentor qui fait que tu montais en compétences et tu as la valeur apprentissage qui est, je pense, une valeur forte. Ça n'a pas de prix. Ouais. Ça vaut tous les bonus. On parle de gens qui ont 30 ans, 35 ans. La puissance que c'est de côtoyer des gens qui ont 30 ans d'expérience au plus haut niveau des entreprises mondiales, ça n'a pas de prix. Complètement. Aussi, un point qui est extrêmement important, c'est que tu dis que les grands succès ne sont pas possibles sans aide. Tu l'évoquais tout à l'heure, le mentorat, ça a beaucoup influencé ton parcours. Est-ce que tu as des exemples, des anecdotes concrètes et est-ce que c'est une des raisons pour laquelle justement tu as eu envie aussi de lancer Rock Venture? Je crois peu aux réussites solitaires. Très peu. Il y en a. Il y a des gens qui ont réussi, mais on parlait de Bernard Arnault tout à l'heure. Bernard Arnault a un entourage absolument incroyable. Ouais, son banque. Et l'histoire de Bernard Arnault, les gens qui ont été avec Bernard Arnault depuis les premiers jours, Bernard Arnault ne serait sûrement pas devenu Bernard Arnault sans ces gens-là. Il n'y a pas de Steve Jobs sans Steve Wozniak. Et je peux en faire 50 des cas comme ça. Donc, en revanche, la difficulté, c'est de trouver celui qui est prêt à partager. Parce que moi, j'ai cette chance aujourd'hui d'avoir un mentor qui est justement dans le partage. Il y a des gens qui ont atteint un tel niveau qu'ils ne donnent rien. Ils partagent rien, ils n'expliquent rien. C'est difficile de trouver quelqu'un qui a la générosité de former des générations. Et c'est ça l'enjeu. L'enjeu aujourd'hui, et dans tout, c'est la transmission. Qu'est-ce que tu transmets? Comment tu le transmets?
Si tu trouves quelqu'un qui est prêt à transmettre, tu es un homme riche. Et moi, j'ai toujours cherché des gens qui avaient envie de transmettre. Ça fait souvent rire mon entourage, mais moi, je suis entouré de gens qui sont beaucoup plus âgés que moi. Je ne prends que peu de plaisir avec les gens qui ont mon âge. Toujours été ami avec des gens qui avaient 30 ans de plus que moi, 40 ans de plus que moi. Mais parce que moi, j'apprends d'eux. Je veux savoir. Et d'ailleurs, pour revenir à l'échec, je leur demande qu'est-ce qu'ils ont fait qui n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce que tu as mal fait? Et j'apprends. Il y a une formidable phrase de Bismarck qui dit « Les fous disent qu'ils apprennent par expérience. Je préfère profiter de l'expérience des autres. » Je pense que c'est exactement comme ça qu'il faut se construire. Et vient la question, comment s'entourer? Pour quelqu'un qui se dirait j'ai moi aussi envie d'apprendre de l'expérience d'autres, comment s'entourer? Qu'est-ce que c'est dur comme question? Ça, c'est une question très difficile. On est parfois... Il y en a qui trompent par leur couverture, parfois. La couverture a l'air magnifique, ça a l'air génial, et au final, tu te trompes et tu en as d'autres qui t'impressionnent par le contenu. Je pense qu'il y a une part de chance. La vie, c'est aussi de la chance. Napoléon disait le talent, c'est de la chance. La chance, c'est un talent. Le talent, c'est de la chance. Il y a une part de chance, la bonne rencontre, rencontrer la bonne personne. Puis après, il y a quelque chose qui marche à tous les coups, c'est les valeurs. Quelqu'un qui a des belles valeurs, ça se voit très vite. Quelqu'un qui est honnête, quelqu'un qui est dans le partage, quelqu'un qui est dans la générosité, quelqu'un qui est dans l'honnêteté, tu vois vite les valeurs des gens. Tu fais difficilement... tu peux pas être un imposteur pendant très longtemps. Moi, je miserais sur les valeurs. Et une fois que tu as compris les valeurs de la personne et que tu t'assimiles à cette personne, là, tu peux apprendre. Moi, j'ai toujours eu la chance de rencontrer des gens qui étaient généreux et inspirants. En tout cas, ceux avec qui j'ai eu envie d'écrire une histoire, ils étaient comme ça. Mon premier associé, Pierre-Alexandre Tellier, celui avec qui j'ai monté Gov, il était aussi très différent de moi. C'était un Sciences Po Léna Harvard, conseiller spécial de Christine Lagarde, sous-préfet. Il n'avait rien à voir avec moi, mais il était généreux. Et qu'est-ce qui fait que vous avez accroché, Déjà, je pense que les contraires s'attirent, c'est-à-dire le côté entrepreneur fou avec le côté haut fonctionnaire. Je pense qu'il y a eu quelque chose d'assez marrant qui s'est fait. La curiosité. Et mes deux associés ont cette caractéristique, des gens qui sont intransigeants, très intransigeants avec les cons, et extrêmement bienveillants avec ceux qui ont envie d'apprendre, ou les gens bien, ou les gens honnêtes. Et c'est comme ça aussi que tu vois les grands hommes. Des gens qui sont d'un très 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 haut niveau, mais qui sont dans l'écoute et dans le partage. J'ai eu cette chance de rencontrer deux personnes comme ça. C'est un concept un peu brut que tu évoques ici, mais je le trouve hyper puissant. C'est intransigeant avec les cons, mais bienveillant avec ceux qui veulent grandir. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je remarque, je vois, c'est un trait commun de gens qui arrivent à bien s'entourer. Un autre point qui est un sujet important pour toi, c'est la perception de la place de la femme dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Tu évoquais justement ta CTO tout à l'heure, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres exemples, d'autres anecdotes que tu aimerais évoquer à ce sujet? De manière générale, je pense toujours que c'est l'homme, que c'est la femme qui fait l'homme. Je pense que derrière tous les grands hommes, il y a une grande femme, et je ne pense pas que ce soit juste une phrase qu'on sort comme ça pour faire plaisir. Mon associé adore dire « chercher la femme ». Et tu vois parfois, tu regardes parfois un grand homme, tu regardes la femme qu'il a et tu sens tout de suite, tu dis il n'est pas devenu ce qu'il est comme ça, tu regardes avec qui il est. Après, dans le business, c'est autre chose. Nous Rock Venture, on promeut énormément la diversité. Mais nous, on est dans une industrie, le travel, où la femme est décisionnaire. C'est souvent elle qui réserve le voyage. Donc, place de la femme dans l'univers du travel est extrêmement important. C'est un sujet intéressant. Mais ce que je trouve incroyable, c'est de devoir, encore en être, à devoir faire des quotas, etc. Et moi, je dis souvent cette phrase qui choque souvent, je suis totalement étranger au sexisme. Alors on me dit, c'est-à-dire quoi être étranger au sexisme? C'est-à-dire que pour toi, c'est pas important? Moi, c'est pas un sujet. C'est pas un sujet. Je me suis jamais dit, c'est incroyable, on va confier quand même toute la tech à une femme.
C'est la meilleure, c'est la meilleure. Une femme, un homme, ça n'a aucune importance. En revanche, c'est incroyable de voir que dans certaines boîtes, il y a un truc qu'on commence à faire maintenant, c'est que quand on reçoit un pitch deck et toute l'équipe, il y a 5 hommes, on met une croix. Ça le fait pas. Il y a une raison particulière à ça? C'est pas possible, tu n'as pas trouvé, il n'y a aucune diversité dans ton équipe, vous êtes tous des garçons du même âge, vous êtes les mêmes copains, vous étiez dans la même école, vous étiez dans la même classe. Il faut s'ouvrir, il faut parler, il faut regarder, enfin, il faut de la diversité dans une équipe. Donc moi je pense que c'est un énorme sujet dans l'entrepreneuriat, la place des femmes, un énorme sujet. C'est un énorme sujet dans l'investissement. Et je lisais une étude il n'y a pas longtemps qui est terrible, c'est que quand tu regardes les tickets des business angels hommes ou femmes, le ticket des business angels femmes est toujours plus faible. Alors tu poses la question, pourquoi il est plus faible? Est-ce que c'est parce qu'elles ont une appétence au risque différent? Non, c'est parce qu'elles ont moins d'argent, parce qu'en réalité, à poste égal, elles sont payées moins. Mais c'est un scandale. Ça, c'est quelque chose qui est un sujet, mais tout le monde devrait travailler là-dessus. Ouais. En fait, j'ai l'impression que pour notre génération, ça paraît totalement inconcevable, en fait. Enfin, je sais pas, tu vois, je pense que tu vois ce que tu disais tout à l'heure, je suis étranger au sexisme et tout. En fait, pour toi, c'est logique de te dire, tu prends toujours la personne qui est la meilleure. Mais en fait, le problème, je pense que c'est plus dans quelle est la définition de meilleur. Et pour certaines générations, par défaut, il y a des gens qui ont des biais et qui se disent que une femme qui dit certaines choses, ben en fait, potentiellement, si un homme l'avait dit, ça n'aurait pas le même poids, et ainsi de suite. Et donc, la définition de meilleur, elle devient un peu floue. Et il y en a en fait qui sont obligés, c'est pour ça que dans les grands groupes, ils sont obligés de mettre parfois des quotas, parce qu'en fait, les gens qui sont ou qui occupent des postes avec, je dirais, de fortes responsabilités, ben, en fait, ils ont parfois été un petit peu brainwashés pour, tu vois, considérer que une femme ne peut pas occuper certains postes pour X ou Y raison, tu vois. 2 anecdotes sur les femmes. J'ai déjeuné il y a quelques semaines avec Anne Lauvergeon. Intellectuellement, je m'en suis pas remis. C'est un niveau phénoménal. De générosité, incroyable. Rapidité, incroyable. Parcours de vie, incroyable. Mais des Anne Lauvergeon, il y en a. On ne les connaît pas, mais il y en a. Il faut faire émerger des femmes comme Anne Lauvergeon. Dans notre board, au board de Rock Venture, on a une femme absolument exceptionnelle qui s'appelle Amel Hamouda. Encore une jolie rencontre. Je suis au BCG et je pitch à Air France, l'outil qui permet de prendre le pouls des salariés en temps réel. Et je pitch à cette femme qui s'appelle Amel Hamouda, qui est exécutive vice-présidente d'Air France, Comex d'Air France, une des grandes cadres dirigeantes d'Air France. Ça ne se fait pas pour x, y raison. Quelques années plus tard, je quitte BCG, je décide de lancer Rock Venture, je la re-rencontre dans un événement, on discute et très rapidement, je rejoins le board de Rock Venture comme étant une des expertes les plus importantes sur le secteur de l'aérien. Mais ça va vite, c'est fluide et c'est dans le partage et ça a envie d'aider et ça comprend et quand ça regarde un deal, ça le regarde de manière assez différente. Une lecture différente. Ouais, mais c'est toujours plus intelligent. De toute façon, les femmes disent toujours des choses plus intelligentes que les hommes. Et tu vois, je rebondis sur un sujet, tu donnais un exemple en disant il faut faire émerger ce type de profil, etc., donner plus de visibilité ou de crédit. Prenons un cas concret. J'organise un événement dans 2 jours, 3 jours. On cherchait impérativement une speakeuse femme. Mais quelle épreuve de réussir à trouver... Sur combien de speakers? Sur 3 speakers. On voulait une femme. Okay. On voulait une femme sur 3 speakers. Et soit indisponible, soit pas possible, soit souvent, c'est malheureux, mais se sentent pas légitimes à prendre la parole, se sentent pas à leur place dans un environnement majoritairement composé d'hommes, ou des choses comme ça. Pareil pour le déclic. Aujourd'hui, on a 4 invités, on a une femme. Demain, je crois qu'on a aussi une femme, il me semble. Mais sur 12 invités, par exemple, on en aura 2 ou 3. Et à chaque fois, moi, tu vois, qui accompagne les entrepreneurs depuis des années, la première année, on avait moins de 5% de femmes dans nos clientes. Donc, on a dû retravailler notre marketing et notre brand pour justement progressivement réussir à véhiculer un message qui leur parle, qui les met à l'aise, qui leur permet d'oser nous rejoindre également et nous faire confiance. Et maintenant, on est sur quelque chose de 30%.
On n'est toujours pas à la parité. On ne tend pas à la parité, on tend juste à aider ceux qui veulent être aidés. Mais c'est un vrai aussi, je pense, comme on parlait avant de mentalité liée à l'argent, mentalité liée à l'échec, je pense que c'est aussi dans les mœurs, dans les mentalités, j'ai l'impression que ce phénomène est moins présent aux États-Unis, par exemple. Peut-être que je me trompe. Vous avez plus d'expérience sur ces marchés que moi. Mais en tout cas, c'est un sujet qui mérite d'être considéré. Vraiment. Un autre point, justement, c'est comment on en vient à développer son leadership. On change complètement de sujet, mais tu vois, on reprend l'exemple de tout à l'heure, tu passes de gérer une équipe de 10 personnes dans une start-up à gérer un département innovation d'un des plus grands groupes les plus exigeants au monde, avec 500 000 personnes sous ta gestion. Tu travailles avec les plus grandes boîtes du monde, avec des budgets qui, j'imagine, sont colossaux. La moindre erreur, mauvaise décision ou autre peut coûter très cher. Et il est question d'avoir vraiment du leadership pour pouvoir mener et gérer à bien ces différents projets. C'est quelque chose qui est, selon toi, inné ou c'est quelque chose qui peut se développer? Et si ça peut se développer, comment? Alors pendant très longtemps, j'ai cru que c'était inné. Et j'ai défendu cette thèse, j'ai eu des débats terribles, on diablait avec des gens, on s'est fâchés, où j'ai expliqué que c'est inné. Mais j'ai réfléchi et j'y apporte une nuance. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est inné, mais que le leadership ou le dirigeant, devenir un dirigeant, ça s'apprend. Mais par contre, l'entrepreneuriat, c'est inné. Tu nais entrepreneur. Ah ouais, tu penses? J'en suis archi convaincu. Ok. Archi convaincu. En revanche, tu apprends à être un bon dirigeant. Tu apprends à avoir du leadership. J'ai parlé avec énormément de grands patrons qui me disent qu'ils ont des coachs. Alors maintenant, ça devient un peu plus connu, le fait qu'ils ont des coachs, qui les aident, mais tu apprends à parler. Tu apprends à incarner quelque chose. Je regarde en ce moment pas mal de choses, même la voix. Des gens qui travaillent leur voix. La voix, ça a aussi une caractéristique qui définit parfois des grands leaders. Tu verras, ils ont des voix. Et ils la travaillent. Donc, le leadership, ça peut... Tu as des gens qui naturellement ont une aura. Tu as des gens qui naturellement ont un charisme. Et moi, je me rassure, moi qui suis petit de taille, je me rassure avec Napoléon. Il y a des gens, pas besoin d'être un grand, ils ont du charisme. Ils rentrent dans une pièce, ils prennent la pièce. Ça, c'est quand tu es chanceux. Tu nais avec du charisme. Mais ça se travaille. Le leadership, ça se travaille. Après, il y en a qui sont mieux lotis que d'autres. Mais bon, d'abord, c'est un peu comme toi. Quand tu fais, par exemple, des démos, j'en ai fait plein des démos. Au début, t'es moyen, puis après. Au bout de 50 démos, tu connais tout. Tu sais ce qu'il va dire, tu sais à quel moment lui répondre, tu sais à quel moment sortir ton effet, tu sais à quel moment tu lui expliques que telle feature, tu peux la rajouter s'il veut, alors que tu sais qu'il la veut. Tu sais à quel moment tu peux lui dire que le logo, aucun problème pour mettre votre logo, pour être en marque blanche. Après, tu connais, donc il y a beaucoup d'entraînement. J'ai écouté un très très grand tennisman la dernière fois, Roland, on lui disait, mais alors, comment est-ce que tu fais ce formidable revers? Il disait, bah, je travaille. Parfois, la réponse, elle n'est pas plus bête que ça. Hein. Je travaille. Comment tu acquiers du leadership? Tu regardes des vidéos de grands leaders, tu lis des livres sur les grands leaders, tu prends un coach, tu travailles ta voix. Et puis attention, il faut un message pour être un leader. Si tu n'as rien à dire, tu n'as rien à dire. Les plus grands discours, les gens avaient quelque chose à dire. Les grands discours, d'ailleurs, vous remarquerez souvent que les plus grands discours, c'est souvent des idées simples. C'est pas très, très travaillé, mais une idée forte dont le temps est venu, c'est inarrêtable. Et ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure sur être dans l'air du temps ou être au bon moment. Dans le business, il faut être au bon moment. Si tu as raison trop tôt, tu as tort. C'est pas que tu avais raison trop tôt, c'est que tu as tort. Donc, le leadership, ça vient aussi avec un message. Est-ce que tu as quelque chose à véhiculer? Est-ce que tu as quelque chose à raconter? Je suis convaincu que le monde du tourisme, le travel, rentre dans une nouvelle ère. Je pense qu'il y a une révolution du tourisme. Et je pense qu'il y a un message très fort qui fait que je peux tenir un discours où je dis qu'il y a un besoin d'un fonds spécialisé dédié au financement des startups de la travel tech parce que le tourisme rentre dans sa 5e révolution. Quand je te dis 5e révolution, tu dis c'est intéressant, donc il y a eu 4 révolutions, quelles sont les révolutions? Là, il y a quelque chose. Ouais, tu peux nous en dire plus sur ce sujet? Cette révolution? Alors, le travel aujourd'hui, déjà post-Covid, il a explosé.
Ce qui est intéressant avec le tourisme, c'est pour ça que le sujet de Rock Venture, pour moi, c'est un sujet passionnant, c'est que ça parle à tout le monde. On n'est pas dans des marchés trop niches, tu sais, on ne parle pas de biotechnologie ou de nanotechnologie ou de healthcare, on est dans quelque chose qui parle à tout le monde. Le travel, ça parle à tout le monde. Tout le monde voyage, tout le monde aime voyager, tout le monde a une anecdote de voyage, tout le monde peut critiquer un site qu'il a utilisé dans le voyage, donc c'est vraiment un sujet qui parle. Donc déjà, c'est assez fédérateur, tu peux embarquer tout le monde. Il y a eu plusieurs révolutions dans le monde du voyage. La première révolution, et je ne donne pas des acronismes trop pédants, mais ce qui a permis la démocratisation du voyage, c'est ce qu'on appelle les GDS, c'est-à-dire ce qui a permis que n'importe quelle agence de voyage puisse réserver le billet d'avion. Okay, c'est une première révolution. Une autre révolution qui est le low cost. Le fait que, avec EasyJet, Ryanair, dans les années 80-90, tu vas en Espagne pour 50 €. Tu as une troisième grande révolution qui sont les OTA, Booking. Le fait que tu n'es plus jamais allé dans une agence de voyage, tu vas sur booking.com et tu réserves ton voyage. Puis il y a eu une quatrième révolution, c'est la révolution Airbnb. Aujourd'hui, tu rentres dans une cinquième révolution. Cette révolution, elle a deux pieds. Elle a un pied technologique et un pied écologique. C'est les deux grands drivers. La tech, c'est tout ce qui est autour. Alors aujourd'hui, on va donner les mots générative AI, etc. Mais soyons beaucoup plus concrets. Aujourd'hui, il n'est plus concevable de ne pas être dans un voyage qu'on appelle la personnalisation. Le voyage, il doit être personnalisé. Comment on fait, toi et moi, pour arriver le même jour à la même heure dans un hôtel et avoir une expérience différente? Ça, c'est la personnalisation du voyage. Ce sont des choses que permettent la technologie, la data, etc. La tech, dans le travel, aujourd'hui, c'est au cœur de toute la révolution du travel. Tous les grands groupes de voyage, Accor, Marriott, Hilton, etc., ils ont un legacy en tech qui est terrible. Et eux, ils sont au cœur d'une transformation technologique qui va vraiment bouleverser leur business. Donc il y a un enjeu technologique. Il y a un deuxième enjeu, et qui pour le coup est notre génération, et même un tout petit peu en dessous de nous, qui est la sustainability, l'écologie. On sort dehors, on interroge des gens sur leur manière de consommer le voyage. Tu verras le nombre de personnes qui te disent qu'ils ne veulent plus prendre l'avion parce que c'est mauvais pour la planète. Va dire ça à tes parents, tu vas voir ce qu'ils vont dire. Aujourd'hui, il y a une prise de conscience écologique qui est un bouleversement majeur pour l'industrie. Les gens veulent voyager green. Alors, il y a des choses qui sont possibles et des choses qui ne sont pas possibles. Mais c'est une tendance qui bouleverse complètement l'industrie. Comment tu expliques à Air France que les gens ne veulent plus prendre l'avion? C'est impossible. Alors, ce n'est pas vrai qu'ils ne veulent plus prendre l'avion. Ça, c'est des sujets, ça, c'est extrémiste. D'ailleurs, tu as des compagnies comme Air France qui travaillent énormément sur les fuels, les green fuel, les SAF, etc. Donc, on va faire voyager des avions avec de la technologie green, etc. Ça va exister. Il y en a même qui commencent. Mais aujourd'hui, une expérience écologique, c'est un bon exemple, c'est Raous. Ce sont des cabines au milieu de la nature, à 1 heure de toutes les grandes villes, qui font que soit tu y vas en train, soit tu y vas en covoiturage, soit tu y vas en vélo. La prise de conscience écologique, elle est passionnante parce que tu as des études qui montrent que le consommateur est prêt à payer plus cher pour avoir une expérience écolo. Et ça, les grands players, ils ne s'étaient pas préparés à ça. C'est un shift majeur dans l'industrie. Donc, quelles sont aujourd'hui les technologies qui sont capables de répondre à la prise de conscience et aux attentes écologiques des consommateurs? Ça, c'est un sujet fabuleux. Et la tech, elle en est au tout début. Alors, il y a des très grands discours, mais pour l'instant, je n'ai rien vu de très concret hors ce que je décris, c'est-à-dire de voyager local, de consommer local, etc. J'ai rien vu encore de révolutionnaire là-dessus, mais ça va venir. Et c'est là que c'est passionnant d'arriver au début d'une révolution, dans une industrie qui est... On parlait tout à l'heure de la France, moi je suis très européen. Et je crois, et c'est peut-être un peu ma période gov un peu politique, je crois aux enjeux de souveraineté. L'Europe, il y a un enjeu de souveraineté européen à faire de l'Europe le leader mondial de la travel tech. Il faut comprendre ce que c'est le travel au niveau mondial. C'est 10% du PIB. C'est 10% de tous les emplois en Europe. C'est une des plus grandes industries du monde. Si tu la ramènes à son poids, le peu d'investissement qu'il y a en travel tech, c'est un scandale. Tu penses qu'on est dans une bonne position pour y arriver ou pas? Je pense qu'on est dans une position pour une seule raison. C'est une des seules industries où l'Europe peut être leader. AI, on a perdu. Ouais. Healthcare, c'est pas nous. Énergie renouvelable, c'est pas nous. Travel, c'est nous. Ok.
les destinations les plus courues dans le monde. Ouais. C'est l'Espagne, la France, l'Italie. Le travel, c'est européen. Et d'ailleurs, l'un des plus grands succès de l'histoire du travel, c'est Booking.com. Booking.com, c'est néerlandais. Ouais, c'est vrai. Bien sûr que ça a été racheté par des Américains, comme toujours. Ouais. Mais il y a des très gros succès européens de travel, tech. Et ça, du coup, je suis assez curieux d'avoir ton avis là-dessus, tu vois, parce que en fait, on se rend quand même compte que tu as énormément de boîtes qui émergent en Europe et qui terminent toujours par être rachetées par un gros leader américain. C'est une question de financement. Ouais, c'est une question de financement. C'est une question de financement. Mais du coup, tu vois, si tu as envie d'avoir de la souveraineté, comment tu fais en fait? Il faut Enfin, développer des véhicules financiers, Ouais. des fonds. Il faut que l'Europe soutienne des fonds qui soient en capacité d'intervenir à des stages qui dépassent le seed, la série A, la série B. Il faut aller en growth. Et ça, tu as l'impression qu'on est sur la bonne voie? Nous, chez Rock Venture, on a beaucoup crié dans le désert à expliquer l'importance du travel au niveau européen. Crier dans le désert, donc tu te sentais pas écouté? Non, mais c'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est devenu assez mainstream, ce que je dis, j'ai l'impression. D'abord, le gouvernement français l'année dernière a lancé un grand plan Travel Tech. Il y a eu le sommet Destination France. Les gens commencent à comprendre l'importance du travel. Le travel en France, c'est colossal. Le travel en Europe, c'est colossal. Blablacar, c'est une licorne française, c'est du travel, Blablacar. C'est la famille du travel. Les 10% des licornes européennes sont dans le secteur du travel. Get Your Guide, Omio, Muse, c'est un peu technique, mais c'est une industrie qui est en capacité de générer des leaders mondiaux. C'est une industrie qui a créé des licornes. C'est une industrie qui intéresse le monde entier. C'est une industrie où, pour donner une idée, le travel, c'est 8 trillions. Okay, c'est le poids du travel, 8 trillions. En 2030, ce sera 15 trillions. C'est une industrie qui va presque doubler en 5 ans. Si jamais on n'est pas, sans être le plus grand financier de la Terre, c'est une des industries qui est en growth la plus importante de toutes les autres industries. Et qu'est-ce qui explique cette croissance potentielle? Tu évoquais tout à l'heure les nomades, notamment nomades digitaux, etc. Il y a d'autres choses qui expliquent cela? La démographie. Alors, tu vas prendre un pays comme l'Inde, plus d'1 milliard d'habitants, les Indiens ils voyagent. Les Chinois, plus d'1 milliard, ça voyage. Il y aura, je ne veux pas dire de bêtises, il faudra vérifier, mais il y aura 4 ou 5 milliards de gens qui vont prendre l'avion. C'est aussi porté par la démographie, tout ça. Le voyage, étude absolument incroyable. On est actionnaire d'une boîte qui s'appelle Whisky. Whisky, c'est, vraiment pour faire une caricature, c'est le Booking.com du ski. C'est une technologie israélienne qui permet à n'importe quel skieur de packager et bundle la totalité de son ski trip. Accommodation, transportation, ski pass, tout. Tu ne passes pas par d'ici, tu vas sur Whisky et tu as ton trip fait du début jusqu'à la fin. C'est un succès absolument incroyable, c'est une boîte qui cartonne. Cette boîte Whisky, ils ont une stratégie qui est une stratégie de corridor, c'est-à-dire que c'est une boîte israélienne, mais leur business se fait avec les Anglais. C'est eux qui amènent les Anglais vers les destinations françaises. D'accord ? C'est peut-être entre 3 et 5% des Anglais qui vont vers les stations françaises ont été drivés par Whisky. Donc c'est en plus un pourvoyeur de revenus monstrueux pour la France, Whisky. Enquête en Angleterre de l'une des plus grosses entreprises de ski. Il interroge les consommateurs anglais. Ils font des économies sur la santé et ils font des économies sur les vêtements et ils économisent pour le voyage. Le voyage, c'est devenu un des segments où les gens dépensent le plus d'argent. Alors, c'est les conséquences du Covid, les gens, etc. Mais c'est plus les conséquences du Covid. C'est vieux maintenant de dire le Covid. Ça ne peut plus être la réponse à tout. C'est devenu, c'est quasi un besoin vital, le travel. C'est quasi un besoin vital. J'avais lu une phrase absolument géniale qui disait, en gros, le travel, c'est la seule dépense que je fais qui me rend plus riche. C'est vrai, il n'y a pas plus beau que de voyager. Ouais. Je te donne un exemple concret. Tu parlais avant de personnalisation. Je prends mon cas. Bientôt, je vais en vacances, une semaine, et je vais à l'île Maurice. Du coup, j'ai fait quoi? Je suis allé sur ChatGPT et je lui ai dit hey, mets-toi dans la peau d'un agent de voyage qui connaît par cœur l'île Maurice. Mes préférences, c'est ça. J'ai envie de faire de la plongée comme ça. Il y a les baleines à bosse dans cette période. J'ai envie d'aller les voir, etc. Je serai à cet hôtel. Fais-moi un plan complet
de tout ce que je peux faire. Et c'est assez dingue, C'est dingue. le niveau de personnalisation à l'heure près, au détail près, etc. Et l'étape d'après, c'est limite qui me propose, est-ce que tu veux que je te fasse un devis avec les différents prestataires partenaires, que je te regroupe tout ça et qu'en un clic, tu puisses réserver partout, quoi. Et alors là, ça revient à ce qu'on disait au début. ChatGPT, c'est généraliste. Le ChatGPT du travel, ça, ce sera sacrément intéressant. Mais ça va venir, parce que Ça va Generative venir, AI, Ouais. le Generative AI dans le travel, c'est un bouleversement incroyable de la découverte au planning, au pricing, au chatbot, à la translation, tout. Vous comprenez. D'ailleurs, vous remarquerez que Google et OpenAI, dans les use cases qui développent le plus en Generative AI, il y a toujours le travel. Le jour où il arrive, celui-ci, tu nous dis. Hein. On voit déjà des boîtes comme ça. Ok. Elles sont au début. La question, c'est quel LLM tu utilises, etc. Mais c'est évident que la manière dont on va book un trip va largement passer par GenAI. Et puis même, tu vois, il y a encore plein de trucs qui n'ont aucun sens aujourd'hui. Quand tu regardes le temps que les gens passent à checker les différentes dates pour avoir les meilleurs prix des billets, en fait, ça s'automatise. Tu vois, on ne devrait plus avoir... tu peux très bien imaginer un assistant, tu lui donnes un budget, il t'a trouvé 10 trucs sur Airbnb, les meilleures dates, les vols qui vont bien, et c'est bouclé. Mais même, prends le check-in d'un hôtel. Ouais. C'est le même depuis 100 ans. J'attends, je fais la queue, j'attends au comptoir, il y a quelqu'un devant moi, je donne mon passeport, après mon passeport, je donne ma carte de crédit. Ça fait 100 ans qu'on fait un check-in de la même manière. Il y a des nouvelles technologies aujourd'hui géniales où tu fais un check-in complètement dématérialisé, mais c'est logique que ces choses-là changent. Donc, le bouleversement technologique, c'est ça quand je dis technologie, le bouleversement technologique dans l'industrie du travel, c'est sans fin. Selon toi, pourquoi ça n'a pas changé encore ? C'est une industrie qui est relativement en retard en termes de tech. C'est une industrie qui a un legacy très puissant, où tu sais, changer les systèmes de réservation des grands groupes comme Accor, etc., c'est pas facile. Hein. C'est vraiment pas facile. Donc, c'est dur pour eux d'évoluer. Aujourd'hui, ils sont obligés, mais c'est une industrie qui est en retard. Ouais, en fait, tu as aussi une inertie de fou. Hein. Parce que même quand tu regardes, tout à l'heure, tu disais... jamais on bookera via une agence de voyage, on se déplacera vers une agence de voyage et tout. Il y en a encore qui font ça. Oui, d'ailleurs, ce qui est amusant, c'est que... Mais c'est intéressant, ça. Ça revient en force, l'agent de voyage. Ouais, mais pourquoi ? Ça revient sur des segments. Ouais, exactement. Le top luxe. Top luxe. Ou exactement, l'aventure. Ouais. Mais c'est là que je dis que le travel se réinvente. Ouais. Parce qu'il y a des nouvelles technologies, mais il y a aussi le marché de niche. Nous, on est investisseurs dans whisky, c'est de la niche. Ouais. Mais c'est une niche à 80 milliards par an. Une belle niche. Ouais, très belle niche. Et justement, tu parles d'investissement. J'imagine que tu reçois beaucoup de dossiers, etc. Comment tu fais pour les analyser ? Comment tu identifies le bon projet ? Tu parlais tout à l'heure des équipes, certes, mais... D'abord, on a un process très, très, très précis. D'abord, on a des verticales. Donc, on ne regarde pas tout et n'importe quoi. On a 6 verticales. Travel planning, travel experience, corporate travel, lodging, air transportation, ground mobility. Donc déjà, on a défini les 6 verticales qui nous intéressent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, on a décidé de se positionner sur un stage, c'est la série A. Ça revient avec notre expérience BCG. La série A, c'est le moment où tu crées des champions ou tu meurs. Okay Nous, on pense qu'on est bon pour aider les gens à scale. C'est la série A, le moment de la scalabilité. Si tu passes la série A et que tu vas en série B, là, tu attires les très gros fonds. Nous, on a décidé de se positionner là. L'apport de l'équipe Rock Venture, c'est je viens en série A, je t'aide à scaler, je t'aide à devenir un champion, et ensuite tu passes avec les très gros fonds en série B qui, eux, vont mettre les gros tickets. Il y a un énorme gap en série A au niveau européen sur le travel. Il n'y a pas de fonds de série A. D'abord, il y a peu de fonds spécialisés en travel tech d'ailleurs. Très peu. Donc, vertical, stage. Okay ensuite, géographie. Nous, on ne fait que de l'Europe et Israël. On a décidé de se positionner sur 70% l'Union européenne et 30% reste de l'Europe et Israël. Donc déjà, il y a un screening qui se fait comme ça. Et ensuite, il y a des tendances dans le travel qui nous intéressent. Il y a des travel habits. Et il y en a plein. On parlait des digital nomades, on parlait de la sustainability, on parlait de GenAI. Donc il y a des choses auxquelles on croit. On voit comment l'industrie évolue.
Et on a envie de voir si quelqu'un a trouvé quelque chose là-dedans. Ensuite, on a toute une grille de lecture. Nous, on a mis en place ce qu'on appelle notre 5+2 lenses. Donc, si vous voulez, on a défini comment nous regarder un deal. L'équipe, bien évidemment, c'est la clé. Je suis archi convaincu qu'une très, très, très bonne équipe avec un projet moyen fait quelque chose de mieux qu'une équipe très moyenne avec un super projet. Donc, l'équipe, c'est clé. La diversité dans une équipe, c'est clé chez nous. Le market fit, c'est clé. Donc d'une part, il y a les talents, mais aussi la pluralité des talents et leur. Ok. Ouais. Le market fit, les boîtes dans lesquelles on est, c'est les boîtes qui font plusieurs millions de chiffres d'affaires. Certains, pas loin des dizaines de millions. Parce que je pense qu'on ne serait pas très bon simplement pour juger un pitch deck sur quelqu'un qui a une idée. Nous, on a une expertise. On est capable de dire, voilà, la prochaine étape, c'est ça. On va t'aider à passer à telle étape. Ça répond à ta deuxième question sur le deal flow. Je vais arriver sur la question du deal flow, c'est la grande question des fonds. Le deal flow de Rock Venture, il dépend de deux choses. Et en fait, il est favorisé par deux éléments. La première, c'est la spécialisation de Rock Ventures. Quand tu es spécialisé, le deal flow, il est assez naturel. Surtout quand tu es dans une industrie où il y a peu de spécialistes. La plupart des gros tours en travel tech, c'est des fonds généralistes. Quand tu trouves un fonds spécialisé, c'est intéressant. Donc déjà, naturellement, on a du deal flow. La deuxième chose, c'est qu'on a un board qui est un des boards les plus importants du travel. Les très grands patrons de l'industrie sont au board de Rock Venture. Et donc, naturellement, ils reçoivent du deal. Et ils l'envoient chez Rock Venture. Donc, en deal flow, on est très, très gâté. On a vu à peu près 250 boîtes. Et on a fait 3 deals. Ah ouais. Donc, on est très sélectif. Mais Sur les 3, il y en a un que tu regrettes ou pas aujourd'hui? J'en regrette aucun. Je les défends les 3. Pour l'instant, l'histoire nous donne raison sur les 3. Donc c'est les 3 que tu as cités tout à l'heure. Raouz, Apartool et Whisky. Ok. Je les aime les 3. Je pense que les 3, ils sont sur un segment qui est hyper porteur. C'est des bonnes équipes. C'est des très bonnes équipes. Et c'est génial. Enfin, on s'éclate. Il y a des moments plus difficiles que d'autres. C'est ça. Hein. L'entrepreneuriat, c'est des montagnes russes. Mais c'est des gens sérieux. Et la prochaine fois que je viendrai, je te raconterai l'exit d'une unicorn de notre portefeuille. Avec plaisir. Mais du coup... Ça a été annoncé. Ça a été annoncé. C'est enregistré. Prenez date. Hein. Et donc ça fait plus ou moins 1%, un petit peu plus d'1% de deals qui sont validés sur 250. Pourtant, j'imagine qu'avec la qualité de sourcing aussi, il y a des deals qui doivent être solides, d'autant plus que vous êtes positionné en série A, donc ils ont passé seed, pré-seed, et ils sont en phase de volonté de scale. Qu'est-ce qui fait qu'il y a ce niveau d'exigence-là? Est-ce que c'est aussi une volonté dans la stratégie du fonds d'être moins diversifié ou Non. pourriez... On a une grande volonté de diversification. Le projet, c'est 25 boîtes en portefeuille. Ok. C'est le projet. Sous combien de temps? D'ici à... Un horizon d'investissement dans un fonds, c'est 5 ans. 4-5 ans. Sur 4-5 ans, il faudrait avoir 25 boîtes en portefeuille. C'est le projet Rock Ventures. Déjà, l'équipe est exigeante. 30 ans au BCG pour mon associé, t'es exigeant. C'est vraiment la culture de l'exigence. Donc, on voit des bonnes boîtes, mais pas assez exceptionnelles pour qu'on décide d'engager l'argent des investisseurs dans un projet. Il faut savoir que quand on décide de monter un fonds, quand on a le projet de monter un fonds, on a une énorme responsabilité fiduciaire vis-à-vis des investisseurs. Les gens pensent que c'est un peu du loto, les VC. Ceux qui pensent que c'est... Les VC qui pensent que leur business c'est du loto, il faut qu'ils arrêtent. Hein. C'est une responsabilité colossale de gérer l'argent d'investisseurs. Donc, tu es beaucoup plus exigeant avec l'argent. Il y a 2 écoles de toute façon. Soit tu es beaucoup plus exigeant avec l'argent des autres, soit tu es beaucoup plus exigeant avec ton argent. Nous, on est beaucoup plus exigeant avec l'argent des autres. Donc, il n'y a que le très, très, très haut du panier qui passe le screening.
Il y a sûrement des boîtes qu'on a refusées qui vont super bien marcher. Bah, peut-être on ne le sentait pas sur le moment, peut-être que on ne s'est pas entendu sur la valo, peut-être que, vous savez, il y a encore des gens qui sont dans des valos assez 2021. exagérés. Ouais, il y a encore un peu ça. Pour nous, quand on regarde un deal, c'est pas la valo le sujet au début, c'est la fiabilité du business. Après, on rentre dans la valo. Bon, si on ne s'entend pas sur la valo, nous, on défend. Quand tu décides de lancer un fonds d'investissement, que tu as projet de lancer un fonds d'investissement, bah, tu défends l'argent de tes investisseurs, donc tu rentres à la meilleure valo possible. Tu t'entends pas sur la valo, tu t'entends pas sur la valo. En règle générale, un bon entrepreneur, c'est pas là-dessus que ça bloque. Ça bloque pas là-dessus. Ouais, parce qu'il y a une question aussi d'honnêteté, d'intégrité intellectuelle. Donc, et les intérêts deviennent convergents lorsque ça fit. Quand Ouais, Rock puis Venture, surtout, je pense que la valo, c'est pas un problème à partir du moment où tu as tellement de termes dans un deal que si la valo devient une question, ça te donne un levier sur d'autres termes qui peuvent être plus intéressants, quoi. ouais, mais ça joue aussi un petit peu sur le mindset de la personne. Quelqu'un qui vient te voir avec des métriques assez faibles et qui t'explique qu'il vaut 50 millions, Ouais, tu dis, il y a un truc qui va pas. Ouais, Il y a un truc pas qui va les pieds pas. sur terre, quoi. Il y a un truc qui va pas. Complètement. Dans ton cas, Guillaume, est-ce que toi, donc toi, tu es plus en mode business angel, tu as investi dans une vingtaine de boîtes, tu nous le disais. Il y a des critères, il y a des points que tu regardes absolument, outre l'équipe? Franchement, moi, je trouve que c'est super difficile. J'ai fait surtout des investissements très early, tu vois. Donc, c'est dur quand tu n'as pas trop de chiffres sur les boîtes. Donc, tu te bases uniquement sur l'équipe, le fit que tu as avec l'entrepreneur, le projet et ton affinité avec le projet. Moi, j'essaye d'être assez focalisé sur des boîtes SaaS B2B parce que c'est ce que je connais, ou des projets, tu vois, de cœur parce que c'est un entrepreneur ou une entrepreneur que j'accompagne depuis quelques temps et je me dis, c'est cool, ça me fait plaisir de soutenir le projet. Mais après, j'avoue que tout l'argent que j'ai investi, en tout cas dans des startups, parce que j'ai investi dans quelques fonds, mais en startup, moi, je pars du principe, vu le stage auquel j'ai investi, en fait, je pars du principe que cet argent, il est perdu, tu vois, entre guillemets, et j'ai pas du tout la prétention, tu vois, de m'appeler investisseur parce que c'est pas mon métier, j'ai pas le temps, tu vois, de vraiment. En fait, je le vois comme un investissement personnel. C'est-à-dire, ce que j'aime, moi, c'est l'aventure, d'aider les gens, de me dire que je vais voir comment un certain business évolue, je vais pouvoir accompagner des gens, apprendre d'eux aussi, parce que évidemment, toi, t'aides, mais tu apprends aussi des gens qui sont les mains dans le cambouis, qui passent de 0 à 1 et qui galèrent vraiment. Et il y a des fois, ça paye, il y a des fois, ça paye pas. Il y a des projets que j'ai soutenus où je me suis dit, mais en vrai, je le soutiens parce que ça me fait plaisir de soutenir, mais jamais je reverrai mon argent. Et en fait, c'est des trucs où j'ai pu faire x3, x4 ultra rapidement, un peu de nulle part. Et d'autres projets où je me disais, tiens, ça, c'est quelqu'un qui a une audience de malade, reconnu par tous, tu vois, genre un peu, je dirais, ce que tu peux voir sur les réseaux, quoi, tu vois, grosse audience et tout. Et en fait, derrière, en, je sais pas, 6 mois, 1 an, le projet, il est mort. Il y a plus de nouvelles. Tu sais qu'en plus, la personne a bossé sur d'autres projets en parallèle pour se relancer et tu te dis, mais en fait, ma thune, elle est passée où? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu te dis que tout le monde n'est pas aussi honnête que ce que toi, tu pensais, quoi. Mais tu vois, chez nous, le FOMO, c'est interdit. Pas de FOMO. On n'investit pas pour ça. Que du JOMO. Garder le sang-froid, analyser. Et vraiment, le FOMO, c'est terrible. Ouais. Ah ouais, et ça marche très bien dans les fonds, hein. C'est terrible. Enfin, moi, je sais que quand on avait fait notre secondaire et qu'on avait pris du coup les 30 millions, en fait, il y avait plein de fonds qui étaient intéressés. Et en fait, dans ces cas-là, tu sais, c'est toi qui mets les deadlines en tant qu'entrepreneur. Et donc, en fait, les gars, ils savent pas, tu vois, parce qu'ils savent pas quelle est la valo, ils savent pas les deals des autres, tu vois, potentiellement des autres fonds. Et donc, ça crée une hype, tu vois, où tout peut aller très rapidement. Après, je trouve ça bien qu'il y ait une bonne rythmique dans les levées. Parce que tu vois, je vois des entrepreneurs qui arrivent parfois et qui me disent, bah là, on va commencer notre tour, machin, machin. Je leur dis, OK, c'est quoi votre deadline? Ils ne savent pas. Ensuite, ils reviennent vers moi et me disent, bah normalement, d'ici 1 mois, on aura closé. Et en fait, tu vois, ils mettent, je sais pas, 6 mois, 1 an pour closer. Ouais. Mais en fait, 6 mois, 1 an, moi, je t'ai oublié, tu ne m'as pas donné de nouvelles. Tu vois, et je trouve ça cool qui est, enfin, ça dépend du stade, mais pour toi aussi, je suppose Ouais, mais que… c'est drôle.
comment tu poses la question à un business angel versus un VC, parce que ça m'a fait rebondir sur une question que tu m'as posée tout à l'heure en me disant est-ce qu'il y a une boîte que je regrette dans les trois? Et en fait, ce que j'aurais dû te répondre, c'est que je les jalouse les trois parce que j'aurais aimé les monter les trois. Ok. Donc en fait, c'est assez marrant pour un VC. En fait, je me suis rendu compte d'un truc. La plupart des VC, c'est pas des entrepreneurs. D'ailleurs, ce serait intéressant de faire une étude sur, à la tête des gros fonds VC, combien sont des entrepreneurs. Je pense qu'on n'arrivera pas à un énorme chiffre, peut-être 20%. Ce qui fait que quand tu deviens VC et que tu es un entrepreneur, tu dois faire attention à rester un VC et pas vouloir être entrepreneur. J'ai toujours envie de mettre les mains chez eux. Et c'est plus notre travail. Ouais. Mais je les jalouse les trois. Et justement, tu dis c'est plus notre travail, mais votre travail, est-ce que, outre le fait de financer, d'apporter de la liquidité, il y a d'autres choses? Est-ce qu'il y a du conseil? Est-ce qu'il y a du réseau? Ouais, énorme. Si tu veux, enfin, à moins que tu sois Sequoia ou Tiger Global ou SoftBank, c'est pas avec l'argent que tu vas principalement attirer ces boîtes-là. C'est avec ce que tu peux apporter. Nous, on est hands-on dans tout ce qu'on fait, mais surtout, on a une expérience d'avoir fait ça. Hands-on, pour ceux qui nous écoutent, c'est vraiment vous mettez les mains dans le cambouis, quoi. Ah oui, réellement. Ouais. Mais réellement les mains dans le cambouis, mais avec un track record, de l'avoir déjà fait pour les plus grandes entreprises du monde. C'est pas j'ai déjà aidé une start-up. Ça fait 30 ans. La plupart de notre équipe, on est tous des anciens BCG. Okay, donc on l'a fait. On a aidé des boîtes à le faire, on a vu des cas qui ont réussi, foirer, pourquoi ils ont foiré, comment ça a marché. Enfin, aider des boîtes à scale, c'est un peu l'histoire de notre vie à tous dans l'équipe. Ouais. Donc oui, on est ultra engagé à tout niveau, mais par contre, l'entrepreneur, c'est lui qui décide. Tu es un investisseur, tu es un conseil, tu sièges au board, mais celui qui pilote, c'est l'entrepreneur. C'est lui qui pilote. Est-ce que vous avez également une posture de mentorat, de coaching pour l'aider à mieux piloter? Parce que finalement, être entrepreneur, c'est être en capacité de gérer des problèmes et prendre des bonnes décisions, mais ça s'apprend, ça aussi, avec le temps. Ouais, mais tu ne peux pas mentorer quelqu'un qui ne veut pas que tu le mentores. Bien sûr, ouais. Si tu joues un peu les mentors avec des boîtes de ton portefeuille et qu'ils n'ont pas envie, c'est très désagréable. Okay. Ce qui se passe, c'est que nous, on siège dans les boards dans lesquels on est. Naturellement, c'est créer une proximité avec les entrepreneurs qui fait que ce que tu décris est arrivé. Mais parce qu'il y a une confiance, parce qu'on est déjà passé par là, parce que voilà. Mais on s'impose pas. On s'impose pas en voilà, on voudrait t'expliquer, on voudrait t'aider. Non. C'est naturel. Ça se fait ou ça se fait pas. Et lorsque ça se fait pas, est-ce que par exemple, vous faites appel à des équipes de coachs, de mentors extérieurs pour justement qui sont, eux, impartiaux, qui n'ont pas de lien direct avec l'entreprise pour pouvoir les faire monter en compétences? Ou bien c'est un des critères de sélection, justement, et vous voulez que les entrepreneurs en question dans lesquels vous investissez soient déjà mûrs pour pouvoir implémenter la phase de scaling? Alors, ma réponse est que si jamais on devait un jour embaucher un coach externe ou un consultant externe, c'est que ça ne va pas. Ok. Donc, premièrement, ça ne nous est jamais arrivé. Number one. Number two, si je regarde les entrepreneurs qui sont à la tête des boîtes qu'on a en portefeuille, c'est eux qui iraient chercher des coachs. C'est pas nous qui leur diraient qu'ils ont besoin. Ils ont tous le niveau, l'intelligence, la maturité pour dire sur telle partie, je me sens pas très à l'aise, donc je fais appel à une expérience ou une expertise externe. Nous, on fait pas ça. Ok, très clair. Après, ils sont très bons. Ouais, mais justement, c'est ça qui est bien, c'est que, en fait, un des points clés que je retire de cet échange, c'est le niveau d'exigence globale qui a été finalement inculqué par cette école que tu as eue, qui est BCG, qui fait qu'ensuite, ça se retranscrit dans l'ensemble de toutes les étapes, que ce soit dans la constitution de tes équipes BCG, dans après Rock Venture, dans même ton board, et dans les boîtes que tu investis, et dans la culture qu'indirectement vous leur transmettez de par le fait que vous choisissez les bons profils. Mais tu sais, je pense qu'il faut une balance entre le talent de l'entrepreneur et la rigueur d'un banquier ou d'un investisseur. L'entrepreneur, il est souvent créatif,
Et donc, il a des fulgurances. Et il est beaucoup dans les sentiments, beaucoup dans le feeling. Si tu arrives à marier le flair de l'entrepreneur avec la rigueur et les process d'un investisseur, je pense que tu peux monter un énorme fonds. Et justement, ce flair, comment on fait pour pas tomber dans quelque chose de trop subjectif? Tu m'as l'air d'être quelqu'un de... Tu as un associé, tu as un investment committee, Ouais. tu as une équipe derrière qui te dit oh, Des garde-fous. tu redescends sur terre, tu me montes ton investment memo et tu m'expliques pour quelles raisons est-ce qu'on devrait engager l'argent des investisseurs autre que ce gars est génial. Ça ne marchera jamais chez nous, ça. Ok. Ça marchera Ok. jamais. Et outre le gars est génial, l'idée est géniale, typiquement. Même concept, même constat. Oui, mais alors ça peut moins nous arriver parce qu'on intervient en série A. Donc en série A, l'idée, elle a déjà été validée. Le product market fit, il est déjà là. Quand tu fais 10-20 millions d'euros de chiffre d'affaires, product market fit, ça fait longtemps que tu l'as passé. Typiquement, lorsque quelqu'un voudrait développer une nouvelle transversale pour attaquer un nouveau marché qui lui permettrait de scaler, vous attendez le product market fit également sur cette transversale ou... Ouais. Ok. Tu sais, on a des critères. Si tu n'es pas dans un certain niveau de chiffre d'affaires, on ne sera pas bon, on ne sera pas le bon investisseur pour toi. On ne saura pas t'aider. Je ne sais pas lire un deck au stade embryonnaire, au stade d'une idée. Je ne sais pas. J'ai une petite idée. Mais le réseau qu'on va t'apporter, l'expertise qu'on va t'apporter, elle ne peut pas t'aider à ce niveau-là. Ils ne te regarderont pas. Ouais. Ils ne vont pas devenir tes clients. Tu es à un stage beaucoup trop faible. Tu es au stage où tu te fais acheter un pilote à 25 000 euros. Tu vois, tu connais ces trucs. Ce que tu mets en lumière ici, ça partage un concept qu'on voit beaucoup, qu'on évoque beaucoup, mais ça donne un cas concret. Je pense que tu l'as vécu aussi. C'est que vraiment, ton entreprise évolue, les problématiques auxquelles tu fais face aussi, les décisions auxquelles tu vas faire face aussi, et on n'est pas du tout dans le même game, on n'est pas du tout dans le même univers finalement. Je ne sais pas toi, mais j'imagine que rapidement, tu t'es peut-être aussi... comment dirais-je, a été confronté à des problématiques liées à la croissance rapide de l'Emlist, de tout ce que tu as mis en place, où tu te dis, mais attends, je n'étais pas du tout prêt, on ne m'a jamais dit ça, moi, c'est assez dingue, et c'est là où, justement, des acteurs comme vous, qui ont déjà toute cette expérience, rentrent en ligne de compte et apportent ça. Je pense que, en fait, ce que tu décris, c'est le moment où tu dois avoir un board de qualité. Ouais. C'est le travail du board. À quel moment c'est le bon moment d'avoir un board pour ceux qui nous écoutent et qui peut-être se disent, et qui peut-être ne feront même pas appel à de la levée de fonds, mais juste seraient bootstrap et voudraient croître avec de la dette ou d'autres leviers s'ils ont besoin de liquidité? Pour attirer un board quand même digne de ce nom, je pense qu'il faut déjà être au moins un niveau série A. Bien sûr, tu peux avoir un advisory board bien avant, mais c'est plutôt friends and family. Pour avoir des personnalités qui viennent s'asseoir pendant 3 heures, 4 fois dans l'année, et qui analysent tout ton projet, qui rentrent dans tous les détails, il faut quand même être à un certain niveau. Moi, je pense qu'un board, ça fait et ça défait une entreprise. C'est très, très important de bien sélectionner son board. Et j'irais même parfois jusqu'à refuser des investisseurs si je ne veux pas les avoir à mon board. C'est un conseil que je donne. Mais je pense que le board est crucial. Ouais. C'est crucial, le board. Et c'est souvent très délaissé, ou c'est quelque chose que j'ai l'impression en France, on ne mesure pas trop. Alors c'est nouveau de parler beaucoup d'advisory board aujourd'hui, mais je pense qu'il faut se rendre compte que... En fait, je pense qu'il y en a beaucoup de mauvais en France, c'est ça le problème. C'est que tu as beaucoup de gens, tu sais, qui se servent un peu de leur image, parfois un peu shiny, pour rentrer dans des boards et choper des pourcentages de boîtes en advisory. Et derrière, c'est des gens qui apportent pas grand-chose, tu vois. Et ça, je pense que c'est un peu problématique. Mais comme tu dis, un bon board... L'objectif, en fait, du board, moi, ce que je vois, ou en tout cas comment je m'en sers, c'est déjà tous les 3 mois, tu es obligé de te poser, voir ce que tu avais dit que tu allais délivrer, regarder si tu l'as délivré ou non, et si tu l'as pas délivré, pourquoi, et si tu as over-deliver, pourquoi aussi, tu vois. Donc déjà, rien que ce travail, c'est un travail un peu psychanalytique, quoi, limite, tu vois, où tu t'auto-analyses et tu analyses un peu ce que tu as fait, et ça, c'est génial. Et après, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse te challenger avec les bonnes questions. Et je trouve qu'un board, c'est vraiment, et je pense que c'est ce que tu essayes de créer aussi, tu vois, c'est pour créer une relation de proximité, il faut poser des bonnes questions, s'intéresser, et c'est quand tu arrives face à un problème avec une autre personne que là, tu peux proposer ton aide et ça fait sens, tu vois, au bon moment. Je pense que tu as dit un truc extrêmement important, et je pense que c'est le vrai métier, ou une des choses que j'ai appris au BCG. Poser des questions.
il faut poser des questions. Et le travail d'un board, c'est de poser des questions. C'est clé. Poser des questions, c'est un métier. Elle est bonne. Ouais, si en plus elles sont bonnes. Ça, c'est dur. C'est le plus important, ouais. Et avant-dernière question, pardon, à te poser, c'est pour ceux qui nous écoutent et qui se disent, OK, il me faut potentiellement un board, ma boîte a atteint un certain seuil, j'ai besoin d'être accompagné. Comment bien choisir son board? Parce que tu l'évoquais, c'est capital de bien les choisir. Parfois, effectivement, certains peuvent paraître être les bonnes personnes, mais toi qui as cette expérience, si tu avais un, deux conseils? Moi, ce que je ferais, en tout cas, comment nous, on l'a fait. D'abord, expertise métier. Je suis dans le travel, je cherche des experts travel. Donc, patron de groupe hôtelier, patron de compagnie aérienne, patron de solutions de corporate travel, etc. Donc d'abord l'expertise métier. La deuxième expertise financière. Ce sont des boîtes qui se retrouvent en grande scalability, donc à devoir gérer des mouvements financiers qui sont très différents. Et j'ai vu des cas incroyables. J'ai vu des boîtes en énorme croissance au bord du dépôt de bilan à cause du BFR. Donc en anglais, on dit du working capital. En réalité, ils ont tellement d'argent dehors qu'ils sont sur le point de faire bankrupt. Mais à la limite, eux pensent que c'est un problème de riche. Et ils te le disent comme ça, ils disent, mais c'est un problème de riche. Ah, mais tu vas sauter quand même. Donc l'expertise financière, elle est cruciale à un certain moment de ton entreprise. La troisième, je prendrais un entrepreneur ou un chef d'entreprise. Quelqu'un qui sait ce que c'est que de mettre les mains dans le cambouis toute la journée, même s'il n'est pas dans mon domaine d'expertise, mais un dirigeant, quelqu'un qui sait ce que c'est de gérer des équipes, quelqu'un qui sait que gérer du recrutement, de gérer des licenciements, de gérer des problèmes. Voilà, je ferai un peu comme ça. Merci. Merci pour tous les éléments qu'on a pu découvrir, voir, partager ici aujourd'hui dans cet épisode encore une fois. Si vous avez apprécié cet épisode au moins autant que je n'ai eu de plaisir à l'animer, encore une fois, faites-le nous savoir en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, votre avis sur Apple Podcast ou votre plateforme de streaming préférée. Si vous étiez sur YouTube, eh bien partagez cette vidéo, commentez-la, likez-la. C'est hyper important pour nous. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre sur le podcast. J'ai une dernière question pour toi. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ton existence, qui a littéralement, je dirais, peut-être créé une transformation identitaire chez toi, que tu n'as pas encore partagé dans cet épisode, que tu n'as pas partagé dans aucune interview peut-être. Ça peut être une anecdote, une simple phrase, une citation, peu importe, tu as carte blanche pour le mot de la fin. Je racontais tout à l'heure que j'avais déjeuné il y a quelques semaines avec Anne Lauvergeon. La raison pour laquelle j'ai déjeuné avec Anne Lauvergeon, c'est qu'elle était l'ancienne conseillère spéciale de François Mitterrand. Et que j'ai nourri une passion pour François Mitterrand, alors que je n'ai jamais été... C'est pas ma génération, François Mitterrand, je suis né en 87. Mais j'ai nourri une passion pour l'homme. Je ne parle pas seulement de l'homme politique, ça ouvrirait trop de discussions, mais le côté romanesque de l'homme et surtout comment 23 ans dans l'opposition, on garde la conviction et la motivation pour continuer à essayer de devenir président. Donc le déclic, c'est la passion pour cet homme, mais que j'ai regardé avec des yeux d'entrepreneur. La persévérance dans l'adversité. Merci Bobby. Merci. Merci beaucoup, c'était trop cool.